Salut à tous, voilà, on y est. J'avais dit que je viendrais prochainement avec les premiers épisodes et les premiers invités de ce podcast. Ça y est, c'est chose faite. Voici le premier. Je suis très heureux de vous présenter ça. Et ça y est encore. Alors, j'ai fait une intro pour expliquer le podcast. Si vous l'avez pas entendu, je vous rappelle brièvement ici, pas la peine de changer de son et de bloc. Le principe est très simple. Je vais aller parler avec des humoristes de leurs bides, de leurs échecs, de leurs plantades, de leurs mais ce que tu veux comme mot, mais de tous ces moments ratés. Pour une raison très simple, c'est que généralement, ce qu'on rate, on n'en parle jamais. Voilà, c'est la honte, c'est la loose, faut pas, ou t'as raté un truc, tu vois. Voilà, et en plus notre culture continue à nous mettre dans cet état d'esprit-là. Donc justement, j'ai envie de casser un peu ça en allant parler de bide, de plantade avec les humoristes, puisque pour le coup, ils expérimentent l'échec assez régulièrement dans le processus de création humoristique. Ça en fait partie. Voilà, c'est une étape normale d'aller se planter pour améliorer ensuite ce qu'on a fait et revenir avec la blague terminée. C'est un peu l'idée. Donc je me suis dit, les mieux placés, c'est eux. Et puis aussi, c'était un prétexte pour aller parler avec des tas d'humoristes que j'aime bien. Donc, nous y voici, nous y voilà. J'ai deux petites choses à vous dire avant le premier podcast. C'est que, d'un point de vue technique, le son, bon, désolé pour le son, j'ai enregistré avec mon invité que je vais vous donner juste après, à distance. Il était au Québec, moi en France, donc on a enregistré via un appel internet, via le micro de son PC, etc. Bref, donc voilà, pas terrible en termes de son, pas pourri non plus, mais après tout, le contenu prône, j'ai envie de dire. C'est totalement écoutable et voilà, mais juste, bon, sachez-le pour le son. Et puis deuxième chose, mon invité c'est Dan Gagnon. Dan Gagnon, humoriste québéco-belge, on va dire comme ça, que j'admire beaucoup. Professionnellement parlant, j'adore ce qu'il fait, et humainement parlant, de ce que je connais de lui en tous les cas, je l'aime beaucoup aussi. Du coup, j'étais assez spectateur pendant tout l'entretien en fait, où je buvais ses paroles. Je buvais aussi un coca si ça peut vous intéresser, mais je buvais donc ses paroles et voilà, je me suis trouvé très souvent en tant que spectateur. Je le dis dans le podcast d'ailleurs. Alors je parle pas beaucoup, mais lui raconte énormément de choses intéressantes. Ça s'appelle donc Essaye encore, et mon invité, le premier, c'est Dan Gagnon. Voilà, let's go. Si vous voulez réagir, évidemment, n'hésitez pas. Vous avez des commentaires, vous pouvez me les envoyer. Je suis dispo sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Je m'appelle Geoffrey Deloup et c'est le même nom sur tous les réseaux. Donc vous pouvez me trouver facilement. Aussi, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des étoiles, enfin les trucs qu'il faut là pour noter bien bien comme il faut les différentes applis, et les podcasts, ça permet de remonter et puis de montrer que vous aimez. Voilà, n'hésitez pas. Pour les retours, ce sera avec grand plaisir. 3, 2, 1, go. Bon podcast. Ouais. On est au mieux, là. Voilà, on est au mieux. Allons-y. Écoute, voilà. Essai numéro 1, le tout premier, c'est Dan Gagnon. Dan Gagnon qui est donc le parrain, en quelque sorte, de ce podcast Essaye encore. Puisque, Dan, on avait, en fait, on avait échangé à la sortie d'un de tes spectacles, un peu là-dessus, et l'idée était apparue à ce moment-là. Je me suis dit, c'est normal que tu sois le premier à venir t'y coller. Ouais, ben c'est ça, et ça me fait plaisir d'être le parrain d'un podcast sur l'échec. Je crois que ça en dit long sur ma carrière. Mais le plus, c'est que c'est vrai, j'avais trouvé ça tellement intéressant. À un moment donné, je t'avais même envoyé un message. Si je la fais au Québec, est-ce que c'est quelque chose qui t'embête? Pour l'instant, c'est pas encore prévu, mais je trouvais ça tellement intéressant quand tu m'as proposé de le faire. Je fais oui, d'office, avec grand plaisir. Mais oui, et puis évidemment, tu le fais au Québec ou ailleurs, où t'as envie, de toute façon. Ce sera de toute manière différent, ce sera avec toi. Dan, donc bienvenue. Alors effectivement, tu l'as dit, le podcast, on parle d'échecs. Alors, de ce qu'on a vécu, de son point de vue peut-être général sur cette notion, et ça tombe bien qu'on soit avec toi, puisque pour le coup t'es nord-américain, on va dire ça comme ça, même si t'es aussi belge et du coup maintenant devenu un peu quand même beaucoup européen. Et là la mentalité est totalement différente entre l'Europe et le Québec là-dessus. Donc toi l'échec c'est ton mode de fonctionnement, si je comprends bien. Tu fais un truc, tu le rates, c'est pas grave, hein? Ben, en fait, c'est pas grave. C'est ce que j'essaie de... C'est comme se trouver beau, ça. C'est ce que tu dis, tu essaies de te convaincre, tu sais que c'est ce que tu dois atteindre, mais ça fait mal. C'est comme ceux qui disent, genre, tu te fais insulter sur Internet, puis tu as une blague que tu as fait, genre des gens qui n'ont pas aimé ton sketch. Tu dis, c'est pas grave. C'est jamais vrai, c'est pas grave, parce que ça te fait toujours chier. En fait, si un jour tu es habitué à ce qu'on te dise que tu es mauvais, je suis pas sûr que ça soit sain, en fait, d'être habitué à ça. J'avoue. Je crois que tu es habitué de composer avec. C'est ça la différence. Tu es habitué de composer avec les critiques, tu es habitué de composer avec avec les échecs. Et c'est juste quand tu te mets à réaliser le processus, c'est ça qui est important. Si tu veux absolument réussir quelque chose, il y a deux options. Soit tu n'es pas bon en commençant, qui est l'option logique,
soit tu es bon en commençant, mais si tu es bon en commençant, ça veut dire que tu vas être excellent si tu acceptes d'apprendre. Et quoi qu'il arrive, il y a une progression, et la progression, c'est de l'essai et de l'erreur. Moi, j'ai toujours cru que l'échec, c'était une étape vers la réussite. Ouais, c'est pas un pas de recul, c'est pas un pas de côté, c'est le chemin vers la réussite. Et c'est important de se concentrer sur le processus plutôt que sur la finalité dans ces moments-là. C'est ça, et c'est ce que je disais dans l'intro pour le coup du podcast. Avoir réussi, c'est juste une étape après avoir raté, en fait, finalement, c'est juste ça. Donc, c'est cette mentalité-là. En anglais, il y a une expression que je trouve absolument fantastique. Ils disent, ça dit en gros, réussir, c'est échouer jusqu'à ce que tu échoues plus. Oui, voilà, c'est ça. Et puis c'est tellement dit comme ça, je trouve ça tellement inattaquable. Failing until you don't. Ah oui. Bah voilà, il y a plus qu'à entre guillemets. Effectivement. Alors ça c'est donc une mentalité. Tu dis on compose avec, mais effectivement il faut savoir faire avec. Et ça je trouve que vous les Nord-Américains disons, vous avez plus cette facilité entre guillemets parce que vous êtes élevé dans cet état d'esprit là. Pas en France. J'ai lu ça dans un bouquin en La vertu de l'échec justement. J'avais potassé un peu pour le truc. En France t'avais un fichier à la banque où quand t'avais monté une boîte ou n'importe, tu te plantais, et ben t'étais fiché là-dedans et évidemment la banque ne t'aurait jamais réaccordé de l'argent pour un autre projet. Or, je sais plus si c'est en Angleterre ou aux États-Unis, en gros, c'est l'inverse, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est déjà planté, ben on considère que par définition, il est susceptible de faire moins vite des erreurs. J'avoue que je n'ai pas ce détail-là précisément, mais c'est hyper intéressant et je crois qu'il y a là-dedans tout est une question de storytelling toujours. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a du mal avec l'échec? C'est que tu as dans ta tête l'histoire du héros, tu as ta tête l'histoire du valeureux, tu as dans ta tête l'histoire du winner, entre guillemets. Mais au-delà de ceux qui gagnent, pour moi, il y a une histoire qui est toujours plus forte, que ce soit au cinéma, que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est celle de la rédemption. Mais pour que l'histoire de la rédemption fonctionne, il faut que tu aies atteint le bas fond à un moment donné. Donc, c'est pour ça que tu disais, l'opinion des autres, tu t'en sers, elle te touche, évidemment, émotionnellement, tu t'en sers parce que ma mère disait, écoute tes ennemis, eux, ils te ménagent pas, donc ce qu'ils disent, il y a des chances que ce soit vrai. C'est pas faux, ouais. Pas con, mais surtout, les gens vont se souvenir de la dernière chose que tu as faite. Donc, si tu t'es planté, ben, tu t'es planté. Si tu réessais après, soit tu réussis pas puis personne n'est au courant, soit tu réussis puis, oh mon Dieu, il était loin, il est revenu. Et il y a tellement d'histoires que tu peux utiliser dans ces trucs-là. Tout le monde aime l'histoire du héros qui a mis... Je dis héros, je ne considère pas être un héros, je fais des farces. Là. Ouais. Mais je veux dire, juste dans l'imaginaire collectif, celui qui a mis le genou au sol et qui s'est relevé, des anciens junkies ou des anciens hackers qui deviennent créer des systèmes pour protéger tout le monde, des anciens junkies qui deviennent des excellents travailleurs de rue, des gens... Il y a combien d'histoires de gens qui ont fait faillite et qui sont devenus milliardaires après. Steve Jobs s'est fait virer de Apple. Mais oui, voilà. À combien de fois on a dit non à J.K. Rowling, enfin voilà. Exactement. Et tous ces trucs-là, tu te dis, sans vouloir tomber dans de la philosophie de comptoir, il y a aussi un côté de, c'est quoi ton objectif? Est-ce que ce que tu veux faire, c'est réussir ou ce que tu veux faire, c'est de la comédie? Parce que c'est pas ça va tout changer. Si ce que tu veux faire, c'est faire de l'humour ou ce que je veux faire, c'est être un humoriste connu, c'est pas pareil. C'est pas ça n'a même rien à voir. Parce que si ce que tu veux faire, c'est de l'humour, la journée où tu fais un sketch puis il fonctionne pas, émotionnellement, ça fait super mal. C'est comme c'est se faire rejeter en public, c'est ça. C'est une humiliation publique à laquelle tu t'es porté volontaire, donc quelque chose d'assez masochiste. Mais tu dis, OK, wow, OK. Là, le coup de sonde que j'ai eu fait en sorte que ça et ça, c'est pas assez bon. Donc, si tu es lucide, tu reviens chez toi, puis tu dis, est-ce que je suis capable de faire mieux que ça? Et là, il y a deux options. Soit c'est oui, puis cool, soit c'est non, et travaille jusqu'à ce que la réponse soit oui avant d'aller te réhumilier en public. Tu vois. Mais ce que tu veux, c'est être connu, puis à chaque fois que tu n'es pas connu, ça te fait mal, guess what? De toute façon, même quand tu vas être connu, tu ne seras pas content. Il n'y a personne qui fait quelque chose pour un objectif et que l'atteinte de l'objectif est 100% du bonheur. Parce que j'espère que je suis encore clair, mais si, mettons, ton rêve, c'est d'escalader l'Everest. Tout le monde se prépare à escalader l'Everest. Personne ne se prépare à ce qu'ils vont faire après. Ouais. Une fois qu'ils vont être... Donc, en général, ceux qui atteignent leur objectif, soit ils ont un nouvel objectif, soit ils sont juste, genre, confus.
Ah, j'atteins l'Everest! Et tu penses que tout va être parfait, mais tout est pas parfait. Puis tu fais comme, ah, j'ai atteint mon but, puis je me sens encore pas parfait. Bon, je Bon, fais quoi maintenant? c'est ça, après avoir eu un but, et tu te sens hyper orphelin Mhm. une fois que t'as. Je pense qu'atteindre son objectif, c'est quelque chose que, je vais pas dire dangereux, mais c'est une force qu'il faut pas sous-estimer. Tu fais, OK, puis quand tu vas l'atteindre, tu vas faire quoi? Genre, être heureux puis en profiter. Fait, non, non. En profiter, c'est pas quelque chose qui est naturel. Tu vois. Peut-être chez certaines personnes, et bien joué chez vous, mais moi, ça l'est pas du tout. Donc, si j'atteins cet objectif-là, faut que je me prépare aussi à échouer, mais il faut que je me prépare à réussir. Et je pense que c'est aussi difficile de se préparer à réussir que de se préparer à échouer. C'est beau ça. En même temps, j'en sais rien, j'ai jamais réussi, mais non, c'est pas vrai. Bah si, quand même, on peut reconnaître ta carrière chez nous, pour le coup en Europe, etc. Que t'as mis de côté d'ailleurs, on va en parler un peu parce que tu parles de justement recommencer des choses quand on a réussi à un moment donné quelque part. Est-ce que c'est ça que t'as comme entamé là à faire en te mettant à écrire cette fois un livre? Ouais, ben, et même au total, juste changer de pays. C'est comme si je recommençais un nouveau sport qui ressemble au sport que je pratiquais. Tu vois. Je passe du rugby au foot américain. C'est-à-dire, tu sais que Ouais. t'as certaines qualités, des choses que tu as développées, mais c'est un nouveau sport, personne ne te connaît, ou vaguement. Et ça, justement, ça me permet de reposer des questions. C'est pour ça que j'ai arrêté pour l'instant, j'ai mis le stand-up en pause parce que je l'ai refait quelques fois au Québec. Une fois où ça s'est vraiment pas bien Bah, passé. on va en Et parler j'ai après la chance justement, ça d'avoir. tombe bien. Comment tu dis? On va en parler après, ça tombe bien. Je suis Ah oui. renseigné. Ah ouais, c'est ça. Et puis j'avais un ami qui était là, puis qui m'a expliqué pendant 20 minutes, une demi-heure, pourquoi selon lui, ça n'avait pas fonctionné. Et tu te dis, ah, il avait totalement raison. Et il a appliqué les conseils. La fois d'après, ça s'est bien passé. Mais j'ai eu aucun plaisir. Et avec mon épouse, Madame Chou, discutait de ce truc-là. Puis je disais, je veux pas être tombé dans le piège de essayer de réussir et d'accomplir les objectifs de quelqu'un que je ne suis plus, Hmm. juste par habitude. Genre, ça fait 10 ans que je rêve de faire ça, donc je continue de le faire, même si tu sais, c'est OK aussi de changer d'objectif à mi-chemin, là. C'est pas grave. Et ça, c'est un truc que j'avais vu chez. La première fois que j'avais entendu parler de ce concept-là, c'était chez Adrien Méniel, qui est un humoriste dont je suis excessivement fan. Hmm. Et c'est le concept de positive toxicity, la positivité toxique, avec des phrases comme n'abandonne jamais. C'est qui est une des phrases les plus débiles que tu vas entendre de ta vie, là. C'est continue, mais continue si tu veux encore l'objectif, continue si tu aimes encore le processus, continue, mais adapte-toi. N'abandonne jamais, ça veut pas dire fonce dans le mur jusqu'à ce que le mur pète ou tu aies une commotion cérébrale. Ouais, Tu vois. ouais. Ça c'est pas de la pugnacité, c'est pas de la stupidité, c'est pas la même chose. Et donc voilà, ce truc-là d'avoir l'humilité aussi de se dire, waouh, la chose pour laquelle j'ai travaillé et pour laquelle j'ai pas atteint les objectifs que je voulais atteindre, en fait, j'ai plus vraiment envie. Et je trouve que ça fait partie d'un processus global de. Je pense pas que tu puisses être heureux sans être un minimum humble sur qui tu es, tes échecs et ce que t'aimes vraiment. Tu sais, mettons, là, tous tes amis aiment le rap, puis tu dis que t'aimes le rap, mais au fin fond de toi, t'as juste envie d'écouter le CD de Taylor Swift. Puis que man, écoute le CD de Taylor Swift. C'est Tu ça. vas être tellement heureux. C'est comme Louis-José et son achat du CD de Diams. Exactement. Agrippe le CD de la costaude. C'est ça, exactement. Ouais, alors bon, on a compris l'idée effectivement de comment maintenant tu voyais l'échec. Bon, on va peut-être plus parler, oui, de l'échec propre à toi. On va remonter loin en arrière pour le coup. On va revenir sur sur ces débuts de stand-up et puis on reviendra dans le présent juste après. Quand t'as démarré, forcément, tu parlais de bide là au Québec parce que c'était comme redémarrer. Quand t'as démarré, je suis évidemment sûr que tu t'es pris des bides. Oh oui, toute première fois que j'ai joué. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est assez beau dans la culture du stand-up, en tout cas celle que moi j'ai connue et les gens que moi j'ai fréquentés. Il y a une espèce de valorisation de l'échec. C'est comme si tu avais ta carte de stand-upper. Ouais. Une fois que tu t'es trompé. Et c'est ça. Toi, c'est quoi ton plus gros échec? Et si quelqu'un dit, ah, moi, je me suis jamais planté, il y a un petit côté genre, Hein, attends, ça va nah, venir. amateur. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est comme si c'était une espèce de rite de passage. Et
partout où il y a eu de la pénibilité dans une expérience, dans un tronc commun, dans un job commun, ça devient une expérience commune, même si tu as vécu ça de façon très, très solitaire sur le moment même. Et c'est ça qui permet de mettre en commun cette espèce de douleur-là et la valeur. Et c'est comme si c'était un test en disant, est-ce que tu as vraiment envie de faire ce job-là? Est-ce que tu vas encore vouloir le faire après que ce soit passé telle et telle chose? Et il y a même des livres qui sont sortis. D'ailleurs, je vous incite, il y en a deux que moi, je connais. Un qui s'appelle Dure soirée, qui est écrit par un Québécois qui s'appelle François Morancy. Et ça, c'est que des anecdotes de Québécois. Ouais. Mais l'échec, c'est très universel. Donc, même si vous connaissez pas le nom de la ville puis le nom de l'humoriste, Oui, les pareil, choses qui ont vécu, c'est la même chose. Donc, Dure soirée, excellent livre. Et qui est comme entre le baume et la session psychologique, là. Parce que si tu as eu une dure soirée, justement, tu lis ça, tu dis, OK, mais toutes mes idoles ont eu ça, les gens qui réussissent aujourd'hui ont eu ça. Et le premier que j'avais lu, et je crois qu'ils en ont fait une série après, mais ça, je suis pas certain, s'appelle I'm Dying Up Here. Donc, c'est I Killed True Stories from the Road. Et la série s'appelle I'm Dying Up Here. Enfin bref, donc I Killed ou I'm Dying Up Here. Garderai un des deux. Et ça, c'est hyper violent. C'est des anecdotes des Américains. Mais il y en a un où il était dans le sud des... Je suis en train de voir en même temps, puisqu'on est tranquillement posé. I'm Dying Up Here, c'est la série télé. OK, c'est ça. Et le I Killed True Stories from the Road ou quelque chose comme ça va être le livre. Mais de toute façon, une fois que tu as ça, tu vas trouver hyper facilement. Et il y en a un, il est booké dans le sud des États-Unis pour une soirée sur des membres du Ku Klux Klan local. Et lui et un autre gars ont le même nom. Deux humoristes qui ont le même nom. Et le groupe du Ku Klux Klan se trompe. Il y a un gars qui faisait de l'humour raciste. Et ils pensaient l'avoir booké lui, mais à la place, ils ont booké un gars qui faisait son coming out sur scène. Et qui débarque dans un groupe du Ku Klux Klan. Et vers la fin du show, il y en a un qui se lève, qui crie « Hate crime !» Donc, crime de haine. Qui tire au shotgun, je crois, genre dans le plafond ou que sais-je, ou qui sort juste son shotgun, j'imagine, c'est plus logique. Ouais. Qui monte sur scène, prend le gars, l'amène dans son pick-up, tout le monde genre fait « Wouh !» Et une fois dans le pick-up, il dit au gars, il dit, excuse-moi, c'est parce que j'ai compris où ça s'en allait ton affaire et je pense pas que tu aurais survécu à la soirée. Donc, je vais te reconduire. On repasse même pas par l'hôtel. Tu vas à l'aéroport et casse-toi. Ça va être mieux pour toi. Ça. Et après, tu dis, bon, la fois que les gens ont pas ri, quand j'ai fait... Oui, voilà. Il y a moyen de relativiser. Exactement. Donc, moi, ma première histoire, je suis en première partie de Cody. Cody, l'humoriste que... Je promène un peu partout. Il y a du stand-up. Il fait beaucoup de cinéma en ce moment. Le Grand Cactus, vous avez probablement déjà vu. Entre autres, il y a des imitations de Depardieu et de Delon qui sont absolument merveilleuses. Fun fact, si vous ne le connaissez pas, il est noir. Et le fait de voir un noir faire une imitation de Depardieu qui fonctionne a quelque chose de jouissif et assez surréaliste. C'est souvent qu'il joue avec ça dans l'émission, notamment quand il campe les personnages, là, avec toutes les perruques et autres. À fond. Et il fait vraiment, c'est un bon acteur, vraiment un très bon acteur. Et moi, à l'époque, c'est ça. Je connaissais le groupe Kings of Comedy parce que Kings of Comedy était proche de Juste pour rire. Et le patron de Kings of Comedy en Belgique, Gilles Morin, voulait amener ce stand-up-là en Belgique qui n'existait pas encore, cette manière nord-américaine de faire du stand-up. Mm-hmm. Moi, je travaillais à la radio Énergie à l'époque et ils m'avaient approché pour parler d'eux, tu vois. Puis mon ex de l'époque aussi avait fait une interview avec eux. Puis je les suivais, j'allais les voir, j'allais voir des shows. Puis à un moment donné, Gilles, il me dit, écoute, je vais créer un festival à Bruxelles. Puis avec le festival, il va y avoir un festival off. Tu vois souvent là, dans le festival. Et là, on va mettre pas mal de monde qui débute. Et j'aimerais ça, si tu veux, que tu tentes ta chance là-dedans. On va faire des 30-30 ou des 45-45, je me souviens plus. Et tu voulais déjà en faire là à ce moment-là, de l'humour? Depuis que j'ai 12 ans que je veux en faire, j'ai écrit des sketchs quand j'étais jeune, parce que au Québec, les humoristes, c'est les rockstars. Tu les vois partout, voilà, c'est eux qui tournent. Il y a genre, cette année, il doit y avoir entre 45 et 50 one-man show qui tournent, mais quand ils tournent au Québec, ils font minimum 100 dates, tu vois. Mm-hmm. Donc, moi, j'étais attiré par ça, très intimidé par ça. Et je me dis, c'est l'idéal, je peux pouvoir le tenter dans un autre pays
ou au pire, ça se plante, je ressentirais pas la même honte que faire un oral devant toute la classe et me planter, tu vois. Et, euh, et donc, on travaille un peu, mais il me dit, pour arriver à ce truc-là, il va falloir que tu fasses des tests, là. Il dit, Cody, fais 3 shows. Viens faire les premières parties. Je dis, très bien. Et la première journée, genre, je dois monter sur scène à 19h30, une affaire comme ça. Il dit, arrive vers 15-16 heures, puis on va regarder ton texte ensemble. Alors, j'écris 7-8 minutes de joke. Et c'est la première fois de ma vie, il me dit, OK, on va aller sur la scène, puis tu vas me les faire. J'avais jamais fait ça de ma vie, donc je tremblais, j'étais super stressé. J'ai fait les 7-8 minutes. C'est pas une catastrophe, je dis c'est pas une catastrophe, genre, c'est pas genre, ah, fuck, faut tout qu'on jette, puis voilà. Ouais. C'est pas bon, évidemment, mais c'est un point de départ. Et donc, on remonte, il me donne quelques idées, tout ça. Et ironiquement, là-dedans, il y a mon sketch qui a le plus marché de toute ma carrière, qui est celui sur la neige. Et donc, tu te dis, c'est ça, ta carrière aurait pu s'arrêter après une fois, mec. Ça n'aurait rien changé au reste de la vie. et, et voilà, on monte. C'est un peu méchant avec toi quand même, là. Oui, parce que j'ai fait autre chose. Mais aussi, tu te rends compte, moi, j'ai toujours été obsédé par l'idée de faire les choses différemment. Et je sais pas pourquoi. Et je me dis, putain, j'ai quand même été con parce que ce sketch-là a bien marché. T'es pas obligé d'en faire 20 des pareils, mais j'aurais dû m'arrêter puis me dire, OK, pourquoi celui-là a fonctionné? Qu'est-ce que je peux prendre dans celui-là et appliquer dans ce que je fais? Mais, tu sais, des fois, j'ai un côté, je crois, dans le Quichotte, tu vois, je me bats contre des ennemis qui n'existent absolument pas, tu vois. Ouais, mais c'est aussi je ferais pas ça comme ça. Ta particularité, pour le coup. J'imagine. Mais tu vois, des fois, quand tu dis, genre, je veux pas faire comme ça, puis t'as tout le monde autour de toi qui regarde, puis qui dit, personne t'a demandé, fais ce que tu veux, on s'en fout, ça. T'as pas d'ennemis, arrête. Genre, je me bats contre un ennemi imaginaire, quoi. Et donc, je monte, je suis super stressé, tout à coup, je descends. Et je commence en me disant, je vais être drôle. Alors, un peu improvisé. J'arrive, première partie qui est non annoncée, petite salle sans place, assez jolie. Je fais salut tout le monde. Première partie de Cody. Hein? Vous aurez remarqué que je ne suis pas Cody. Parce que je suis blanc et lui, il est noir. Tu vois, c'est rigolo. Bah oui. Et t'as tout le monde qui me regarde, genre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait? Je fais, pour ceux qui n'ont, parce que là, évidemment, cette joke-là était trop subtile, donc il faut que je l'explique, ce qui ça. Et évidemment, le B à bas de la comédie, explique ta joke et ça va être hilarant. Donc, je fais, pour ceux qui n'ont pas remarqué que j'étais pas Cody, je pense que vous avez besoin d'aller vous faire soigner les yeux. Tu fais comme, dégueulasse. Vraiment, c'est horrible. Quand je dis qu'on est là pour attendre Cody, je disais ça au premier degré, on va l'attendre ensemble. Et il y avait une chaise dans son décor et je me dis, ça va être hyper drôle. Je vais aller m'asseoir, juste attendre. il se passera rien, voilà. Puis on va l'attendre jusqu'à ce que les rires noient la pièce. Mais je veux dire, aujourd'hui, je le sais, tu fais jamais ça avant d'avoir obtenu un rire. Les gens savent pas encore t'es qui, ni ce que tu fous là. Et tu dis, bon, mais après 2 gags ratés, je vais faire de l'absurde. C'était sûr, ça pouvait pas marcher. Mais là, je sens bien qu'il y a un silence un peu gêné, mais je marche sur la scène, je m'assois et je relève la tête pour regarder le public et ils sont même pas fâchés, ils sont même pas gênés, ils comprennent juste pas ce que j'essaie de faire et je sens une espèce de mini malaise de genre ça va être long, mais pas ça va être long pour nous, ça va être long pour lui tu vois. Donc il y a en plus une gentillesse d'une petite et là je fais comme je peux pas, là je vois bien qu'il n'y a pas un son parce que c'est pas drôle, mais je peux pas me relever tout de suite, sinon ça fait gars qui assume pas sa joke, tu vois. Et donc je me souviens avoir compté genre 1001, 1002, 1003. Bon, ben en attendant Cody, on va quand même. Et là, je commence à faire mes trucs. C'était là avec des rames, quoi. Oui, solide. Là. Et puis c'était dur. Puis donc j'arrive sur le sketch sur la neige. En gros, pour la plupart des gens qui connaissent pas ce sketch-là, c'est simplement comme je viens du Canada, la première fois qu'il y a eu une tempête de neige en Belgique, j'ai vu comment tout le monde paniquait, puis surtout comment les bulletins de nouvelles en parlaient, en faisant comme si c'était vraiment un rapport de guerre. Et donc, je me sers du fait que je suis Canadien pour pouvoir me moquer un peu de ce truc-là, gentiment. Mais ça donne, je veux dire, le décalage donne bien, le personnage à ce moment-là est assez clair. Et donc là, j'ai quelques rires. Genre, les deux, trois rires étaient... J'ai fini, lui, par l'allonger le sketch, puis il a fini par faire 4 minutes, mais il faisait genre 1 minute au début. Et donc, moi, j'ai 3-4 rires, mais là, à ce moment-là, je crois que j'ai 26, 27 ans, une affaire comme ça.
je rêve de faire du stand-up depuis que j'en ai 12 et j'ai monté sur scène et j'ai fait rire des gens qui me connaissaient pas. Moi, je suis T'étais au sommet déjà, toi. Ouais, voilà. Moi, je suis... Mais au-delà de ça, il y a une espèce de... Je veux dire, c'était du tantrisme comique que j'ai fait, là. T'as pas 15 ans, puis t'as un rire. Je suis over the moon. Et je me souviens à cet endroit-là, les loges, les toilettes pour, femmes étaient au rez-de-chaussée, puis les toilettes pour hommes étaient à l'étage, puis les toilettes pour hommes devenaient la loge, quoi. Ce qui fait que pendant que tu te préparais, il y avait toujours des gens qui montaient, qui disaient excusez, qui redescendaient, qui allaient pisser, donc c'est toujours bizarre. Mais moi, je remonte, et dans cette loge-là, il y a des baffles, comme dans beaucoup d'endroits où ils font de la comédie, ils mettent des baffles aux toilettes pour... entendre ce qui se passe. Ouais, c'est ça, que tu rates pas ce qui se passe. Et je monte, mais moi, je suis super content. Je viens d'obtenir 3 rires. Ma copine de l'époque, qui était là, qui sait à quel point ça compte pour moi, était là. Elle m'a vu. J'étais super fier de dire, elle m'a vu faire rire des gens. C'est ce que ça représente pour moi. J'ai juste envie d'aller partager ça avec elle. J'ai envie de corriger des trucs sur mon texte. J'ai jamais eu autant d'énergie créative qu'à ce seconde-là, tu vois. Et moi, je monte hyper fier de moi. Et t'as le producteur Gilles Morin qui m'attend en haut des escaliers, qui me fait un hug comme ça. Je fais, c'est super gentil. Je me sens déjà entouré. Il me félicite. Et puis, il me dit, et je cite, t'inquiète, le pire est passé. Et je vois Cody en arrière qui, à l'époque, je pense juste qu'il se prépare, tu vois, parce qu'il pace, là, il marche de gauche à droite. Et en fait, aujourd'hui, je sais très bien, il était pas en train de se préparer, il était en train de se dire, putain, il m'a plombé l'ambiance comme un ouf, il va falloir que je donne le double d'énergie. Et le lendemain, je retournais faire la première partie du même gars, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça tellement beau. Et quand je te dis cette espèce de solidarité face à l'échec que tu peux retrouver en stand-up, tu le vois là aussi. Le gars, clairement, j'y ai plombé sa salle. Le producteur, clairement, il y a personne qui va lui dire « Ah, c'est le coup de génie, celui que tu as déniché. » Mais ils savent que t'es pas bon en commençant. Genre, en comédie, ils disent il faut 10 ans pour être bon du jour au lendemain. Moi, j'en ai genre 8-9 dans le corps. Et voilà, il y a des choses que j'ai fait qui ont très bien marché, mais est-ce que je maîtrise bien mon art? Pas du tout. Absolument pas du tout. Ça. En plus, il évolue en même temps. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. J'ai appris énormément de règles qui sont fascinantes, mais voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui veulent que ça demeure de la magie puis qui aiment pas dire que l'humour, c'est une science exacte. C'est une science exacte. Je veux dire, si t'es capable de précisément opérer un cerveau, t'es capable de précisément faire un truc qui est drôle. Quoi. Et ils sont en train d'ailleurs d'essayer d'écrire des sketchs par méthode scientifique. Ça marche pas encore, mais ça va marcher. Ça va être les trucs les plus drôles de la Terre, c'est sûr, parce que c'est une science exacte. C'est juste qu'il y a un mood qui vient avec et c'est ça qu'il faut ajouter. C'est pas juste des mots qui sont parfaitement drôles, c'est en fonction des moods, mais c'est une science exacte. Et du coup, quand tu écrivais pour le coup tes spectacles, tu fonctionnais comme ça, t'étais très chirurgical justement? Non, moi j'ai toujours été nul pour ça et c'est encore une des raisons qui fait que j'ai décidé d'arrêter. C'est il y a 1 ou 2 de mes spectacles qui sont juste disparus parce qu'ils n'ont jamais été vraiment écrits. J'ai écrit des idées, mais on est sur l'art oratoire, on est à Athènes, en Grèce. Il se modifiait au fur et à mesure, mais j'ai jamais pris en note. Et donc, c'est pour ça, entre autres, pour moi, les captations sont hyper importantes. C'est pour que le spectacle continue. Un jour, je peux dire, genre, j'ai fait ça. Mais ça arrive tellement souvent. Le pire, c'est que je fais beaucoup de podcasts aussi. J'ai 90% de ce que je dis dans les podcasts, j'ai aucun souvenir. Les gens me reparlent de trucs, j'en ai pas la moindre idée. Parce que les podcasts sont encore pire parce que je les prépare pas, puis j'improvise, puis j'ai la chance de faire ça avec un gars qui s'appelle Anthony Mirelli, qui est le meilleur partenaire de podcast pour moi parce qu'il rebondit sur absolument tout ce que je propose ou il me laisse aller n'importe où. Et souvent, des fois, j'essaie juste de l'interrompre ou de le déranger ou d'y envoyer les choses impossibles à répondre. Il y a toujours une manière de le faire qui me fait mourir de rire. Et une patience incroyable. Lui, c'est fou. Et le nombre de podcasts que j'ai fait en étant sous ou complètement high, ça aide pas non plus. Mais donc, il y a des épisodes en entier, tu me ferais écouter, puis je ferais, ça sonne comme ma voix. Mais je me rappelle pas. Aucunement.
Mais les shows, il y a un côté comme ça aussi de... C'est un moment pour moi. Donner, tu as quelque chose à dire, c'est ça qui est important. C'est pour ça que j'ai écrit 4 shows en 4 ans, 3 shows en 3 ans plutôt, parce que l'autre, j'avais mis 2-3 ans pour l'écrire. C'est juste parce que maintenant, c'est ça que j'ai envie de dire. Et il y a juste ça qui est dans ta tête. Et pour moi, tant que tu ne le sors pas, il n'y a rien d'autre. Tu ne vas pas évoluer. Il faut que tu tires sur la corde pour arriver au bout de la corde. Excellente métaphore. Oui. Mais à ce moment-là, je le joue beaucoup, 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 beaucoup. Et je le peaufine. Puis après ça, je le capte, c'est fini. Puis moi, je suis déjà en train d'écrire le suivant. Et là, donc, la manière de... Non, vas-y. Plus rien à dire. Ouais, c'est ça, elle avait plus rien à dire. J'ai essayé de réécrire plein de choses, puis ça me semblait pas intéressant. Puis en discutant avec des gens, puis en voyant la réaction du public, je suis OK, ce qu'il faudrait que je raconte pour intéresser le public, ce serait ça. Ouais, ça, j'ai pas envie de le dire. Et puis, j'étais arrivé à un moment où j'ai aucun plaisir à être trash. Avec mes amis, oui. Avec mes amis, essayer de se surprendre entre humoristes, c'est quasi pas faisable parce que c'est ton métier. Et donc, quand tu arrives à surprendre, c'est déjà le fun, mais quand tu arrives à surprendre en étant vulgaire, qui est un peu la façon la plus facile d'être surprenant, ça me fait mourir de rire. Mais sur scène, moi, j'essaie pas de l'être. Mon but, c'est que les gens s'amusent. Et à un moment donné, ça faisait 2-3 shows qu'on me disait que genre j'étais de plus en plus trash, mais moi, j'ai pas l'impression. Bah oui, non, tu racontais peut-être des choses qui l'étaient de base, en fait, mais sans que toi, tu aies le sentiment de faire des choses trash, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pas mon plaisir. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de choquer. Moi, j'ai pas envie de choquer les gens. J'ai pas envie d'eux. Et donc, ce que j'ai envie de raconter, moi, à ce moment-ci, je sais ce qu'il faudrait que je raconte pour que ça marche au Québec. C'est une partie de l'histoire, la différence, comment c'est les choses là-bas, comment c'est les choses ici, comment aujourd'hui je vois les choses. Mais en fait, ça m'intéresse pas pour l'instant, donc je veux pas le faire. Et ce qui m'intéresserait à raconter, surtout tu sais, en Belgique, j'ai une espèce de, pas de passe-droit, mais les gens qui viennent me voir, c'est rare que c'est la première fois qu'ils viennent me voir. Ça m'a donné après 4-5 spectacles, où ils sont accompagnés de gens qu'ils ont prévenus. Donc, il y a un côté, une espèce de capital sympathie peut-être, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais des gens qui me laissent... Une fanbase qui est là présente, et voilà, quoi que tu fasses, il y aura des gens, voilà. Oui, et qui comprennent, je pense, en tout cas, qui ont capté que je dis pas des gros mots pour dire des gros mots, je parle pas de choses trash pour parler de choses trash, c'est juste il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse, puis j'essaie de le partager. Et si c'est trash, c'est aussi parce que moi, je suis encore pas assez bon. Parce que, tu sais, Philippe Gueluc est probablement l'humoriste le plus trash, parmi les humoristes les plus trash des dernières années. Et jamais on va dire ça de lui, mais quand tu regardes les choses, c'est ça, tu fais, OK, je suis peut-être juste pas encore assez bon. Mais voilà. Tout ça pour dire que les shows, dont la façon dont ils étaient écrits, moi, c'est en live. Le deuxième spectacle, je l'ai écrit, mais j'ai galéré, j'avais imprimé toutes les jokes que j'avais écrites dans ma vie. Je prenais toujours des notes, obsédé par ce truc-là, et j'avais imprimé, mais j'avais 2 fardes. Au total, il devait avoir bien 4 cm d'épais de feuilles, quasi l'équivalent d'une rame de papier, 3/4 de rame de papier de feuilles. Il y en a qui avaient juste une ligne dessus, d'autres, c'était des pages remplies. J'imprime tout ça. Je mets tout ça dans un même fichier. Puis après ça, je regarde pour genre d'office éliminer le plus mauvais et garder le meilleur, puis genre le moyen, on gérera ça une autre fois. Et donc, garde le meilleur, mais tout ce que je considère être le meilleur ou ce dont j'ai le plus envie de parler en ce moment, je le mets dans un seul et même fichier. Une fois que c'est dans le même fichier, je vois qu'il y a beaucoup, j'essaie de classer. Est-ce qu'il y a des thèmes? Puis là, je classe ça, puis je fais, OK, il y a 4-5 thèmes qui se dégagent. Intéressant. Puis après ça, OK, on va développer, checker quelle idée a le plus de valeur, développer, puis essayer de faire une ligne continue. Et ça, j'ai fait ça parce que j'avais d'abord essayé d'écrire 20 minutes de show. J'étais content, j'avais travaillé longtemps. J'ai 20 minutes, je vais aller tester ça au Comedy Club. J'arrive sur place, après 3 minutes, j'ai pas un seul rire. Je fais fuck, c'est de la merde, en fait. Et j'ai travaillé des mois en ne sachant pas que c'était de la merde, et donc j'ai perdu mon temps. Donc ça, j'ai repris toutes les jokes que j'avais. J'ai dit toutes les prémices que je voulais. Puis j'ai dit fuck it, je vais aller tester les prémices. Donc les prémices, c'est juste l'idée de base. Oui. Et l'angle que tu vas aborder, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Et voir ce que ça va donner, j'en sais rien. Moi, par exemple, une des prémices, c'était pourquoi il y a des poches de pyjama et pourquoi il y a des poches sur les pyjamas des bébés. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont d'important dans leur vie dont ils peuvent même pas se séparer quand ils vont dormir? Est-ce que ça, c'est marrant? Donc, tu lances l'idée,
tu vois la réaction du public, tu improvises 2-3 phrases, puis tu mets ça de côté. Et là, j'ai enregistré ça. Et là, j'ai créé le deuxième spectacle. C'était vraiment le plus dur. Parce que le premier, c'est l'ensemble de tout ce que tu as pensé dans ta vie. Puis l'autre, c'est ce que tu as pensé depuis 1 an. Ouais. Donc, c'est plus difficile. Et puis pour le 3, j'avais tellement souffert. Encore une fois, non, je suis auteur comique. Il n'y a pas de souffrance, mais genre, je m'étais pris la tête mentalement, ça a été compliqué. Pour le 3e, j'ai dit fuck it. Je vais aller montrer mes échecs parce que si tu n'essayes pas au point où tu vas échouer, c'est que tu n'as pas essayé assez fort. Moi, c'était ça ma théorie. Et il y a plein de gens qui prennent des faux risques en comédie, qui prennent quelqu'un qui fait quelque chose de risqué puis qui font sensiblement la même chose. Tu fais, mais putain, mais t'as pas défriché quand tu marches dans les pas de quelqu'un. Ouais. Et c'est là que j'avais créé, c'était au moment où il y avait Making a Murderer sur Netflix. Et je vais créer un podcast. Donc, Making a 3e spectacle. Je me book 8 heures au Comedy Club où je vais juste tester des prémices. Et ça va être différent. Ça va être différent à chaque fois. Donc, si vous voulez venir me voir, venez me voir. J'avais ce côté-là où ça faisait assez longtemps que j'en faisais pour que j'ai, moi, la chance exceptionnelle d'avoir une crowd qui venait remplir le Comedy Club et qui savait, qui était intéressé par ça. Je leur dis, regarde, là, moi, si le show fonctionne ce soir, il va y avoir 10 bonnes minutes. Parce que je fais 8 fois 1 heure. Donc, si j'ai 10 minutes utilisables, ça veut dire que j'ai déjà 1h20 de base utilisable sur laquelle travailler. C'est énorme, exceptionnel. Ouais. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous venez me voir, il risque d'avoir 50 minutes de marde. Ouais, on prend le risque. Ben c'est ça, sachez-le. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a plein de gens qui sont comme moi. Je crois que les gens qui venaient voir, ils s'en battaient les couilles des 10 bonnes minutes. Tant mieux, c'est un bonus. Ouais, limite, c'est pas ça qui s'intéressait. J'avoue qu'on venait plus pour les moments où ça allait être pas les 10 bonnes minutes. Ouais, exact. Parce que tu peux... Et aujourd'hui, je le vois, je l'ai absolument pas vu en le faisant, mais il y a un plaisir. C'est comme, entre guillemets, pouvoir aller te moquer de quelqu'un, mais il n'y a aucune méchanceté. Voilà, tu vois quelqu'un faire de la merde, mais tu te sens pas mal pour lui parce que tu sais qu'à côté, il est capable de le faire, il l'a déjà fait, que lui, c'est ça qu'il cherche. C'est ça. Puis c'est le cadre, c'est déterminé, c'est protégé. Puis moi, ça me faisait marrer. Et quand ça fonctionnait pas, des fois, je continuais, puis je m'acharnais. Et ça te permet, moi, ça me permettait d'être des fois super agressif avec le public, mais parce que c'était pas grave, sentait bien qu'il n'y avait pas de violence. C'était juste genre, public de merde, vous allez voir que c'est drôle, je refais le même gag, mais cette fois-ci, je le chante. Puis j'envoie pas un mot gré, sinon je le chante 2 fois. Et ça devient, c'est un super beau moment en live. Et j'avais choisi de le mettre sur Internet sans supprimer rien. Comme ça, je dis, écoutez-les mes bids. Et après, venez voir le show. Parce que si vous trouvez le show bon, sachez qu'il vient de ce champ de merde-là, quoi. Voilà, c'est ça. Mais ça, cette démarche-là, pour le coup, enfin, en tant que spectateur, on le voit jamais, parce qu'on voit toujours les choses finies, évidemment. Et on n'imagine pas la quantité, effectivement, de merde qu'il y a eu avant pour pouvoir arriver aux bonnes blagues auxquelles on rit sur la scène. Et mais cette, enfin, tu disais tout à l'heure que c'est une espèce d'humiliation en public d'aller se planter. Ça, c'est déjà une chose. Mais là, tu le mets sur Internet. Enfin, tu vois, t'es un malade à ce moment-là, en fait, de pouvoir t'exposer à ce point finalement. Bah, j'ai fait souvent des choses où les gens m'ont qualifié de risqué et j'ai toujours été en désaccord. Pour moi, faire ça n'est absolument pas un risque et je vais expliquer pourquoi. Si tu prends le risque de t'humilier, va au bout de l'idée. Soit fais-le de manière assez spectaculaire. Qui, après ça, va se moquer de moi? Oui. Qui va venir me dire, genre, j'ai écouté une partie de tes trucs, c'était pas drôle. Fait, ouais. Je sais. So, 1, c'était ça le point. Puis 2, check bien le spectacle après. Tu viendras me dire encore, tu viendras critiquer le processus quand tu entendras le résultat. Et si tu trouves pas ça drôle, ce n'est pas grave. Mais mon but, moi, j'ai toujours adoré l'humour et les humoristes, et j'adore les jeunes humoristes. J'adore ceux qui débutent parce que déjà, moi, j'étais 15 ans jeune humoriste qui n'avait pas encore débuté. Et tout ce que je peux faire pour faire en sorte que les gens passent le pas entre j'ai envie de le faire, je le tente, je le fais. C'est pour ça que j'ai créé des concours d'humoristes. C'est pour ça que j'ai travaillé à une académie. C'est pour ça que j'ai donné des cours privés. C'est pour ça que
j'ai reçu je sais pas combien de messages dans ma vie de gens qui voulaient faire ça, que j'ai essayé d'aider du mieux que je pouvais. Mais c'est ce que t'envoies aussi en même temps comme message. T'es très ouvert, donc et là pour le coup en montrant ça, en effet, c'est encore dans cet angle-là, quoi. Oui, et c'était de dire à tout le monde, faites-le. Mm. C'est comme ça, c'est pas grave. Et de dire, moi, ma carrière en Belgique a toujours été, en anglais, il y avait ça des A-list, des B-list. Moi, j'étais entre la B et la C-list. Donc, j'ai pas fait j'étais pas dans les grands humoristes. J'étais dans les humoristes qui sont connus par ceux qui suivent beaucoup l'humour, disons. Ouais. mais tous ceux qui débutent et qui savent justement que tu sais pas vers qui te retourner en Belgique quand tu commences, là. Et j'imagine qu'en France, c'est pareil. Au Québec, tu as une école, tu as des choses. Là, tu sais pas vers qui te retourner, mais tu as entendu potentiellement ou tu as vu qu'il y avait un des humoristes qui, lui, il faisait plaisir de donner un coup de main. Mm. Et puis là, donc, il y a des chances que tu suives un peu ce qu'il fait. Et puis, tous ceux qui m'ont demandé des coups de main, probablement que 9 sur 10, ça me trouvait pas drôle. Hein? Et c'est OK, c'est normal. Mais juste leur dire, c'est la même chose que faire le livre du soirée pour moi. C'est ne te décourage pas, regarde ce que c'est en coulisses, man. Ah ouais. Mm. Et en musique, ils ont tellement ça. Je pense que tu peux pas. Les gens ont très peu d'affect envers les humoristes parce que on est toujours en représentation. Il y a toujours ton make-up sur toi. Il y a toujours, là, c'est le clown, c'est le drôle de service. En musique, n'importe quel groupe, tu as 11 anecdotes de comment ça se passe en tournée, en coulisses ou quoi que ce soit. Tu vois. J'y ai tant, si tu veux, que les humoristes soient considérés comme des artistes à part entière, autant que les chanteurs, les poètes, les auteurs, les écrivains, tout ça. Les écrivains, putain, la plupart des gens connaissent plus ce que les écrivains ont dit que ce que les écrivains ont écrit. Mm. Pour les faire. Et nous, rien. C'est pour ça que j'avais commencé les podcasts inspiré de ce que Mark Maron faisait aux États-Unis. Aujourd'hui, tu vois énormément de gens faire ça. C'est merveilleux. Raconte-nous. Si tu veux qu'on s'intéresse au show, il faut que tu nous parles de ce qui se passe avant le show, puis après le show, puis même pendant le show, dans ta tête et tout ça. Et c'était ça. Je veux créer, je veux pas créer, je veux mettre mon caillou dans l'édifice de ceux qui ont envie et qui croient que les coulisses, c'est toujours intéressant. Il y en a qui peuvent dire, c'est private joke, c'est un truc, c'est de la popote interne. Non. Si de la popote interne n'intéressait pas les gens, il n'y a aucune télé-réalité qui fonctionnerait. C'est ça. Tu sais, pense-y, on regarde des émissions où des gens font à manger puis tu le manges pas à la fin. C'est dire à quel point on s'intéresse. Et puis, je trouve pas ça ridicule, je trouve ça normal que ça marche. Mais on revient toujours à ça, soit intéressant. La meilleure histoire, c'est la rédemption. Regarde, je me plante, puis je faisais des débriefs des fois avec certains, puis Navo était venu me voir au Comedy Club, puis après ça, on a fait un débrief d'1 heure ensemble. Fantastique. Ouais. Il n'existe plus d'ailleurs, ces podcasts-là, je sais même pas où ils sont. Mais voilà, j'en ai enlevé. Par contre, j'en ai enlevé un. Il y en a un que j'ai pas mis parce que je m'étais planté en technique comme d'habitude. mais il y a un gag que j'ai enlevé de tous les trucs. Et puis c'était pas parce qu'il fonctionnait pas. Il fonctionnait pas, hein, mais c'était pas ça. C'était j'essaie de faire des thèmes par soirée, puis à un moment donné, j'essaie de faire juste des trucs trash. Et c'était hyper violent, mais j'avais un gag qui pour moi passait dans ce contexte-là, dans cet endroit-là, et qui sorti en dehors et sorti de son contexte, et là tu le laisses sur Internet, donc ça peut vraiment rester longtemps, les gens peuvent le couper comme ils veulent. J'aurais pas été à l'aise avec parce que c'était un gag sur je crois que j'avais un gag sur la drogue du viol, sur le fait que j'en avais acheté pour moi une fois parce que j'avais perdu confiance, puis je voulais me dire que j'avais baisé hier, même si c'était pas arrivé, puis donc un truc absolument pas fin, hein, on est entièrement d'accord. Mais c'était juste ce qu'on appelle du shock value, c'est-à-dire le fait de dire j'ai acheté la drogue du viol pour avoir l'espèce d'effet, c'est pour moi, de quoi il parle. Puis l'histoire est dégueulasse, là. Je m'en rends compte parce que le lendemain, quand j'ai voulu enlever la couette, ça a fait scratch-crotch, là. J'ai ça sur ma couverture. Tu l'avais fait, la couverture velcro. Live? Je l'ai fait, ouais, mais j'ai déjà fait quelques fois. Elle est souvent dans des soirées, dans des comedy clubs, quand l'heure arrive tard. Quand l'heure arrive, des fois on a envie de s'amuser un peu. C'est un des trucs que je faisais. Et j'avais 2-3 trucs là-dessus qui, encore une fois, je pense que dans le contexte, c'est safe. Aujourd'hui, je suis même pas sûr que je trouve ça safe dans le contexte parce que tu sais jamais ce qui peut arriver aux gens en face de toi et je suis pas convaincu. Puis, tu sais, si le gag est excellent, je suis pas convaincu que ça vaille la peine, mais je l'ai enlevé parce que je dis je veux pas ça que ça reste, puis je veux pas
Ça puisse être pris hors contexte et tout ça, quoi. Ouais, et ça a l'air de dramatiser des choses qui ne doivent pas être dédramatisées. J'étais pas à l'aise, donc je l'ai enlevé. Je crois que je l'avais dit que j'avais enlevé ça, je suis pas certain. Mais le reste, non, un beat pour un beat, j'essaie une blague, ça fonctionne pas, ou je commence un truc, je me rends compte que j'ai pas de punchline. Ouais, très bien. Mais oui, parce que t'es à l'aise avec ça en fait, et que ce soit un gag réussi ou pas, on sent qu'en fait un humoriste sur la scène, il doit assumer pleinement ce qu'il dit. Mais c'est un moment là, et c'est aussi un des trucs qu'on oublie. Aller voir un humoriste sur scène, oui, il est important ton texte, évidemment. Oui, les gags sont importants, mais c'est le moment. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Et je crois qu'on le voit beaucoup avec Sugar Sammy, pour prendre un exemple. Lui, quand il fait sa promo, il se sert que de ces moments d'interaction avec le public. Ouais. Parce qu'il y a ce côté-là de, si tu sens que c'est en live, un callback, donc une blague sur un truc qui s'est passé il y a un moment, sur une interaction avec le public, va toujours avoir un énorme rire. S'il y a un truc qui est posé sur le fait que quelqu'un a perdu son job de prof, on va dire, puis 20 minutes après, sur scène, tu fais une faute de français, puis tu fais, mais putain, ça, c'est à cause que lui, c'était mon prof à l'époque. T'as mis tout le monde dans la poche, là, c'est clair. Là, c'est sûr que tout le monde rigole, tu vois, parce que... Voilà. Et le fait de dire... Pour moi, regardez, je vais me planter, je prends toujours la même métaphore, mais c'est celle du funambule. Moi, je dis pas, je vais aller tester 2 nouvelles blagues. Je dis, je vais aller tester 1 heure de nouveau stock. Donc, ce que je dis, c'est, au lieu de mettre la corde à 3 cm du sol et essayer de marcher dessus, tu la mets au-dessus du Grand Canyon. Et donc, c'est intéressant parce que est-ce qu'il va se planter, est-ce qu'il va pas se planter? C'est vraiment la base de la comédie. La comédie, c'est une transgression bénigne. Genre, c'est-à-dire quelque chose qui te surprend, mais qui est pas grave. Genre, glisser sur une peau de banane, drôle. Glisser sur une peau de banane, faire une commotion cérébrale et mourir devant tes enfants qui pleurent, pas drôle. À chaque fois que je dis ça, les gens rigolent parce que, oui, mais vu qu'on sait que c'est pas arrivé, voilà. C'est spécifiquement une transgression bénigne. Mais comme moi, me planter dans un show, je dis que je vais peut-être me planter. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de stress. Tout le monde sait à quoi s'attendre. Et donc, c'est dans ça aussi que je disais tout à l'heure que c'est un faux risque. 1 heure mauvais. Puis tu sais, je suis pas con non plus. Si pendant 1 heure c'était mauvais, j'aurais dit aux gens, je regarde, aujourd'hui, il y avait rien du tout. On s'est pas assez amusé. Vous êtes venus. J'ai des shows, j'ai des sketchs qui marchent. Je vais vous faire 15-20 minutes de comédie. T'es quand même dans le business du divertissement. Il faut que les gens aient été divertis. Si t'étais mauvais au point c'était divertissant, c'est pas grave. Sinon, divertis le public. Tu vois. Ouais, tu restais dans ta mission, effectivement. Et tu disais au début que... Attends, merde, je me suis perdu. J'avais pensé à un truc et je t'ai écouté. Ah, mais ça, c'est l'erreur. Ça a été l'erreur que t'as faite parce que tu m'as écouté. Puis après ça, probablement que j'ai changé de sujet 11 fois. Puis t'as dit... Non, on n'a pas encore fait tant que ça de mini-parenthèse, hein, l'air de rien. Non? Ben, j'ai changé, man. J'ai changé. Maintenant, je suis devenu corporate. Je suis vendu... voilà, c'est maintenant que je suis en Amérique du Nord. Oh, ça y est, t'es roi maintenant. Ça y est, c'est incroyable. Ouais. Non, mais tu parlais de te planter et que c'était quand même qu'on le vivait mal. Oui, c'est ça. Au tout début, tu disais on se plante, on le vit mal quand même. C'est pas que ça nous touche pas, mais on fait avec. Comment c'est quoi ton mal à toi, ton mal-être au moment où tu le vis? Comment tu le vis, le moment où tu te plantes? T'es sur scène, tu commences à faire une joke, tu vois que ça marche pas ou tu vois que le public est pas réceptif. Et quand le public est pas réceptif, ça veut 9 fois sur 10, ça veut dire c'est toi qui est pas assez marrant, là. C'est vraiment rare. Moi, ça m'est arrivé au début de me dire, ah, tiens, le public t'es pas bon. Genre, je t'en fais une mini parenthèse. J'avais été engagé pour faire le Bruxellois de l'année, Tournaisien de l'année, Namurois de l'année, tout ça. Public assez compliqué de attachés politiques qui sont là, pas grand monde dans la salle, tout ça. J'arrive pour faire mon sketch, ça rit pas du tout. Je sors en disant, putain, c'est vraiment un public de merde quoi pour ça. Je dis pas un public pas de merde, mais pas réceptif à la comédie. Oui, on n'est pas dans je peux rien faire, quoi. Puis pour ça, il y a Renaud Rutten qui arrive derrière. En gros, c'est un gars qui raconte des blagues sur scène. Et il raconte quelques blagues et le public se tape dans la cuisse, rigole super fort. Puis je fais, lesson number 1. C'était pas drôle parce que c'était pas drôle pour ce public-là. Soit t'étais pas drôle ou t'as pas réussi à t'adapter. Ouais. Et dans deux cas,
Tu peux pas attendre que le public réussisse ta carrière à ta place, là. Et donc, il y avait ce côté-là. Et donc, quand j'arrive sur scène et que je vois que ça marche pas, il y a une espèce de sentiment de oh oh. Je te dirais que c'est pour le même sentiment quand tu vois que le prochain arrêt sur l'autoroute est dans 32 km et tu as clairement envie de chier. C'est exactement le J'avais oublié les métaphores de Dan. Ouais, désolé pour la vulgarité, mais pour le coup, c'est vraiment la bonne parce que là, tu regardes autour de toi pour des solutions, il n'y en a pas vraiment. Parce que tu es coincé dans ce moment-là avec la peur au ventre. Ouais. Et tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? Moi, mon cerveau se met à spinner. Maintenant que j'ai plus de stock, je fais, OK, ça peut être quoi le prochain sketch? Qu'est-ce qui peut marcher? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux essayer de faire un reset avec le public? Est-ce que je recapte leur attention? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je m'assois sur la scène? Est-ce que je commence à interagir avec le public? Ou est-ce que tu dois deviner si tu penses que tu vas être capable de rattraper la situation? Mm-hmm. Et si tu penses que tu n'es pas capable de juste mordre sur le protège-dents, comme disent les Anglais pour les sports de combat, là, c'est juste tu baisses la tête, t'affrontes la tempête pendant 1 heure, et puis après ça, tu te casses, tu vois. Mais la plus grosse différence qu'il y a aujourd'hui, c'est pendant quelques années au début, si ça se passe mal au début, j'avais aucune capacité à rattraper les choses. Ouais, voilà, j'allais te dire, là, comment tu le racontes, d'emblée, tu es dans la réflexion sur comment, ou dans la réaction même plutôt, qu'est-ce que je peux faire? Alors que, oui, ça vient peut-être avec l'expérience. C'est ça, les premières fois, c'est juste oh no, ça va être long. Et j'avais eu ça dans un concours. À un moment donné, j'avais fait un 15 minutes une journée, cartonne, vraiment, j'avais cartonné. Le lendemain, je vais faire un 45. Au bout de 5 minutes, je fais oh non, je suis mauvais. Fuck. Et là, t'as pas de ressources, mais au début, t'essayes même rien. Tu fais juste faire ton show, puis tu fais la pire chose que tout le monde puisse faire sur scène, c'est-à-dire t'accélères. Et comme ça, il y a plus rien. Il y a vraiment plus rien qui est marrant. C'est impossible que tu laisses même pas une chance aux gens de te trouver bon, là. Et donc, c'est mort. Ça se finit le plus vite possible. Au revoir. Ouais, c'est ça, exactement. Mais après ça, j'ai eu des situations où, des fois, c'est tellement intense. Il arrive le moment où c'est toujours cliché parce que tu vois ça dans tous les livres et tous les trucs, mais you just let go, man. Tu juste t'abandonnes. Tu fais, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Genre, 2 moments pour calculer genre la différence d'attitude. Premier moment, je suis booké pour un festival dans le sud-ouest de la France. Patelin, dont j'oublie totalement le nom. Les gens hyper gentils, mais je fais genre 6-7 heures de train pour y aller, là. De transport au total en train pour y aller. J'arrive sur place, ils sont plusieurs, ils sont gentils, ils ont fait un buffet, ils m'installent dans une... Ils me disent juste, OK, dans le festival, à l'époque, on était plus dans, en gros, des vieux humoristes, là. C'est pas péjoratif, mais genre humour plutôt un peu plus vieille génération. Ouais. Et là, on avait envie de renouveler le festival, donc on a booké des jeunes stand-uppers à la place. Mm-hmm. Donc, c'était genre Vizorek, Cody et moi, à 3 jours, un show par soir à 3 jours de différence. Et il me dit, je vais pas te mentir, il n'y a pas beaucoup de réservations. Je fais, OK, quand tu dis pas beaucoup, c'est une salle de 250-300, tu vois. Il me dit, bah, on est peut-être quoi, une vingtaine. Ah oui. Putain. Il dit, ce qu'on pensait faire, c'est pas ouvrir les rideaux sur la scène. On va mettre des manches debout sur la scène puis un micro un peu derrière, et donc tu pourrais faire ton show en mode cabaret. Et ce qui en soi est non seulement excessivement humiliant, mais très gentil. Oui. C'est vraiment très gentil. Parce qu'il t'évite l'énorme bide, tu vois. Et j'arrive, je me suis dit, toute ma vie, il y en avait 22. J'ai eu le temps de les compter 15 fois. J'arrive, je dis bonjour. Déjà, ils entendent mon accent, il y en a une partie qui ne savait pas que j'étais québécois, et clairement, l'autre partie pensait que j'étais André-Philippe Gagnon, l'imitateur. Et ça a été long. Et là, tu es collé à eux sur une scène éclairée, et dans ta tête, tu fais, OK, 57 minutes. OK, je suis à cet endroit-là du spectacle, 52 minutes. OK, je suis à cet endroit-là du spectacle, 48 minutes. Et quand c'est ça, tu déroules juste le spectacle? Tu déroules le spectacle. En fait, il y a une espèce de moment. Tu cherches voir s'il y a une personne qui s'amuse. Et j'essaie d'aller la regarder régulièrement, pas trop pour pas qu'elle comprenne et que ça devienne creepy, mais de me dire, OK, aujourd'hui, je joue pour toi. Et puis, t'as plein de trucs qui se développent. Là. Moi, je finissais par me dire, si j'avais été voir un humoriste que j'adore dans une salle semi-vide, puis tout le monde se fait chier, mais moi, je l'aime, je veux que l'anecdote, ce soit, et il a putain de tout donné, quoi. Parce que t'as plus rien à perdre. Il t'aime pas. Joue à fond pour ceux qui t'aiment, tu vois.
Même si c'est pour une personne, joue pour cette personne-là. Tu vois. Et créant une histoire. Il y a aussi le truc de se dire, OK, là, c'est nul, mais je sais que je vais pouvoir raconter l'anecdote. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter quand je parlerai de cette anecdote-là? Ça, c'est un truc qui aide toujours aussi. On retrouve aussi tout le temps cette idée de l'échec, c'est pas grave, ça nourrit de quelque chose d'autre, quoi. Ouais, de dire, OK, ce moment-là désagréable. Ensuite, si c'est ça, les moments désagréables de ta vie, t'as une putain de belle vie. Donc, tais-toi et puis fais ton truc. Sois souriant. Puis, il y a le fuck it, improvise. De toute façon, il n'aime pas ton matériel, qu'est-ce que ça peut foutre, tu vois. Et donc ça, tu finis par jouer avec ça en disant, OK, c'est peut-être mon attitude. Est-ce que je suis trop lent? Est-ce que je vais... Il faut être confiant en ça. Est-ce que je vais juste adresser le moment? OK, ça se passe pas exactement comme... Voilà. Adresse le moment. Dis-le, fait. Bon, pour l'instant, sur une échelle de 1 à 10, qui vient seulement de réaliser qu'il est en train de rater une game de foot importante? Parce que le public va, je pense, toujours te donner beaucoup de crédit si tu es lucide et si tu respectes ce qui se passe. Dire, OK, ça se passe moins bien, fait bon. Pour l'instant, moi, je dirais que je cartonne. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que tu peux jamais dire que tu es mauvais. Parce que c'est pathétique. Ça devient genre, il y a de la pitié qui s'installe. Ouais. Et donc, il faut que tu trouves une manière d'être amusant en disant, en fait, il faut qu'ils sentent que tu sais que ça se passe mal et que ça te dérange pas et que tu vas essayer de faire en sorte que ce soit une bonne soirée. Et dire, tu sais quoi, peut-être qu'on se connaît pas. C'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes mal à l'aise. J'ai peut-être couché avec quelqu'un dans votre famille. Peut-être que j'ai la même face que quelqu'un que vous aimez pas aussi. Non, mais ça peut arriver. On m'a dit que j'avais une face excessivement banale. Et puis, tu commences en disant, là, j'imagine que ça va se lancer aux portes pour discuter un peu, mais juste 2 personnes au hasard, on discute un peu, puis on reprend. Si tu vois que la personne est détendue et que toi est calme et cherche à te divertir, il y a de l'agressivité qui tombe. Je ne sais pas pourquoi, il y a de l'agressivité quand tu vois quelqu'un faire un spectacle que tu trouves pas drôle, qu'il n'y a pas dans d'autres types d'art. Il n'y a pas ça en musique. T'aimes juste pas sa musique. Tu fais pas comme trou du cul qui pense qu'un dos après un sol, c'est une bonne idée. C'est vrai. Il n'y a pas ça. Mais en comédie, quand tu vois quelqu'un pas être drôle, en fait, tu le trouves con et ça te rend agressif. Ça te rend agressif de voir que quelqu'un fait, c'est ça son métier, putain, ça fait des années qu'il fait ça, puis c'est ça qu'il est capable. Puis il pense que ça va me divertir, puis je perds et tu deviens hyper tendu. Donc, si tu vois que la personne est pas en train d'imaginer qu'il est un génie, puis il dit non, mais je veux juste qu'on s'amuse. On va trouver d'autres manières. Je peux vous faire des tours de cartes, si vous voulez, j'en connais pas, mais ça va peut-être être plus drôle. Et ce truc-là, et tu dis, va chercher le monde en disant passe une soirée avec. Ça. C'est pour ça que ceux qui ont fait beaucoup d'impro, souvent, ceux même qui ont travaillé au Club Med ou ceux qui peuvent être excellents dans ces moments-là. Et donc ça, c'est l'exemple. Vas-y. Non, mais ce qui fait qu'on voit dans un spectacle qui marche, par exemple, quand il y a un moment qui marche moins bien, ça passe inaperçu pour le public qui est là sur un soir, quoi. Oui. Puis de décrocher de ton spectacle pour parler avec le public fonctionne tellement bien, qui fait même qu'il y a des choses qui s'appellent les faux décrochages en humour, c'est quand mettons, tu essaies de dire un truc, puis tu bégayes, puis ça fait rire le public. Ben, souvent, la fois d'après, la personne va faire semblant de bégayer au même endroit pour faire rire le public, tu vois. Ouais. C'est une technique comique. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Les puristes de l'humour trouvent que c'est de la triche. Pour moi, à partir du moment où faire rire avec des choses que tu as déjà écrites et racontées comme si tu leur parlais, c'est déjà de la triche. Donc, fais ce que tu veux. Puis, genre, fast forward plusieurs années plus tard, je dois faire un show au Comedy Club après un concours entre une banque puis une école de commerce. C'est un Startup Academy, je crois que ça s'appelait. Il y a 6-7 équipes qui ont dû faire un pitch devant des businessmen, businesswomen, leurs profs. Et il y en a une des équipes qui repart avec un prix. Puis après, ils ont droit à un spectacle. Autrement dit, l'équipe qui a gagné, s'est cassée, célébrée, et est restée dans le Comedy Club. Les 6 équipes losers, qui, eux, étaient peut-être pas dans le meilleur état d'esprit pour avoir un spectacle, j'avoue. Un clown qui débarque. Moi, je fais, tu sais quoi? Ça fait assez longtemps que je fais ça, que je fais ce truc-là maintenant. Fuck it! On verra bien ce qui se passe. C'est absolument pas grave. Je commence.
C'est difficile, c'est pas facile, je joue. Et je commence à jouer avec eux en disant, en plus, j'aurais pensé que seriez de bonne humeur, tu vois. Après avoir été publiquement affichés comme étant des losers, il me semble que vous avez plus le droit de critiquer le travail de qui que ce soit. J'ai vu le vôtre, quoi. Et j'essaie de jouer un peu avec ça, plus violent. Et ça, honnêtement, ça cartonne pas, là, mais ça semi-passe. Puis genre, je fais mon truc. Là, à ce moment-là, j'ai 4 shows en tête, donc je peux toujours passer d'un sketch à l'autre, au pire. Tu sais, j'ai 4 heures de stock rodé. Je vais être capable d'aller au bout d'une heure, je peux pas croire. Mais à un moment donné, ça marche pas, puis ça marche pas du tout. Puis, supposé être un de mes gros sketchs, vraiment, limite des silences bruyants. C'est le plus de bruit que j'ai eu. Et donc, je vois ça, je vais pas continuer de dérouler ça comme si de rien n'était. Et là, je m'arrête, je regarde, je fais, tu sais quoi? Ça fait des années que je fais ça et j'ai pas souvenir d'avoir autant cartonné. J'ai pas envie de vivre ça tout seul. J'ai envie de partager ça avec ma mère. Qu'elle sache que son fils est une légende. Donc, on va appeler ma mère. J'ai sorti mon téléphone. J'ai Skypé pour appeler ma mère. Je fais, maman, ouais, je suis en train de dominer. Écoute la foule en délire. Et là, genre, les gens jouent le jeu, tu vois. Ouais. Je fais, tu sais quoi, on va partager ça ensemble. Je vais démarrer des blagues, tu vas les finir. T'es prête? Elle dit, ouais. C'est une fois 2 putes dans un ascenseur. Et elle me dit, oh, Dan, j'allais, c'est une fois 2 putes dans un ascenseur. Elle fait, ils ont trouvé personne, donc ils sont repartis faire dodo. Et à ce jour, c'est mon gag préféré. C'est une fois 2 putes dans un ascenseur, ils ont trouvé personne, ils ont retourné faire dodo. J'adore ça. Et donc, ce moment-là que ma mère a marché correctement. Ouais. Après ça, les 5-10 dernières minutes n'ont pas du tout marché, puis ça s'est fini, mais je l'ai pas du tout mal vécu comme à l'époque, tu vois. Enfin, je me suis dit, OK, ça marchait pas, ce que j'avais proposé marchait pas, j'essaie d'improviser, ce que j'ai improvisé a semi-marché, mais honnêtement, j'ai travaillé fort. T'avais fait le job, quoi. C'est ça, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir et le reste, ben, je serai meilleur plus tard ou jamais, mais c'est là que je te dis, tu t'habitues avec le bid, c'est qu'à un moment donné, tu fais, OK, ça va être une soirée comme ça. Oui, comme il y a des jours où t'es mal levé et mal réveillé, c'est comme ça, voilà, faut attendre le lendemain. Tu dois toujours, de toute manière, partir du principe que c'est de ta faute, parce que sinon, en fait, je trouve le fait de partir du principe que c'est de ta faute fait en sorte que tu n'oublieras pas les trucs les plus simples pour essayer de rattraper le show. Parce que si tu te dis d'office pas de ma faute, tu vas t'entêter dans ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire, évidemment, ça marche pas. Si tu te dis c'est probablement de ma faute, tu vas faire genre OK, est-ce que j'ai vraiment une bonne attitude? Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je suis de bonne humeur? Est-ce que je me suis intéressé à eux? Et là, tu fais détends-toi. Et t'as 3 minutes. Ça m'est déjà arrivé de me coucher sur la scène. Il faut absolument faire une pause. Bougez pas. Je comprends pas votre ville. On va se parler. Et je m'assois, je commence à parler à quelqu'un, il me parle de la ville. Et je vais essayer de vous séduire. Et c'est là que je me retrouve couché, puis je roule en murmurant des mots doux sur le nom de la vie en disant mais est-ce que t'aimes ça quand je me roule? Et tu fais un peu n'importe quoi. Mais ça juste tout est une question. C'est comme en sport, quand une équipe a le momentum, c'est dur d'essayer d'aller marquer pendant ce temps-là. Ça fait juste tu dois d'abord changer le momentum. Si le mood est pas bon, change-le. Parce qu'à l'inverse, quand le mood est excellent, tu dis bonjour, puis les gens seront morts de rire. Donc, je considère que quand tu es humoriste, il ne faut pas que tu oublies qu'une partie de ta job, en gros, c'est des préliminaires. Et les préliminaires, c'est amener les gens dans un mood où ce que tu vas dire va être drôle. Et ça, pour moi, c'est une série d'échecs que j'ai vécu. C'est ne pas avoir compris ça. D'avoir directement commencé avec le matériel. Mais tu prends les gens à froid et c'est pas. Et là, toi, tu es de plus en plus intense dans ton truc, mais oui, ils t'ont pas suivi. Va les chercher où ils sont. C'est ça ta job. Tu es supposé être un professionnel. Ça. Et en même temps, ça vient avec le fait que on nous dit tout le temps que il faut aller tout de suite au but, à l'essentiel. Enfin, si on prend par exemple des shows comme La France en incroyable talent ou autres pays, t'as 2 minutes pour convaincre, il faut aller là, tout de suite au point culminant, il faut scotcher tout le monde tout de suite. Donc peut-être que c'est ça, c'est inconsciemment, on veut aller tout de suite au meilleur. Oui, mais c'est une autre technique aussi. Des fois, puis on s'en parle, je parlais souvent avec des amis. Est-ce que tu brûles ton meilleur sketch au début, puis tu t'en sers pour réchauffer? Ouais.
Là, tu as 1 heure, c'est aussi plus long, ou tu as un 15 minutes plus long. En 2 minutes, ouais, il faut que tu aies un punch. Mais si tu as 2 minutes, tu as besoin d'avoir un énorme punch. Tu peux aussi utiliser la montée. Tu sais, je prends l'exemple avec la musique. Il y a peu de notes qui sont plus célèbres dans l'histoire de la musique contemporaine, récente, semi-récente, que le End Die de Whitney Houston dans I Will Always Love You après le coup de drum. Ouais. Si elle commence avec cette note-là, la note ne te fait aucun effet. Si, elle est géniale, la note. Donc, tu fais comme, holy shit, la fille, elle sait chanter. Mais elle n'a absolument pas l'impact émotionnel. Toutes les chansons d'Adèle sont construites comme ça. Intro, premier couplet, premier refrain, deuxième couplet, deuxième refrain, bridge, montée, refrain un octave plus haut. Parce que quand elle hurle à la fin son refrain un octave plus haut, pour utiliser l'expression de mes amis humoristes au Québec que j'adore, qui s'appelle Corinne Côté, les larmes te sortent directement du chest. Mais si elle commence avec ça, l'octave, ça ne fonctionne pas. Tout est une montée et une tension dramatique, une coupe. L'humour, c'est de la coupure aussi. C'est toujours des coupures, c'est des cassures, c'est toujours un truc surprenant. Joe Guérin, je vous incite vraiment à le suivre aussi, humoriste québécois. Il y avait en fait des séquences Joe le mécano qui était assez drôle. C'était vraiment drôle. Et lui, il y a un truc comme ça en disant, c'est un de la relève. Il était en première partie de Pierre-Bruno Rivard, que lui, tu as probablement déjà entendu parler, avec le Carré de Sable, entre autres. Et je l'ai vu cette semaine. Super gars. Et un de ses gags, et je suis toujours en retard de faire les gags des autres parce que je lui rendrai pas justice, mais imaginez ce gag-là, mais dit de manière drôle. Il dit, c'est pas facile pour moi d'être ici ce soir dans un bar et ça fait vraiment longtemps que ma copine me tanne pour que je fasse 1 mois sans alcool et moi j'avais pas trop envie à la base et en plus là, je vois tout le monde boire ici, mais je dois vous dire que je suis excessivement fier de pouvoir vous dire que justement demain je célèbre mon 1er mois sans copine. Tu vois, la cassure, c'est évident, elle est où? La montée, le misleading, je t'amène à une place. S'il commence en disant, ça fait un mois que j'ai pas de copine, voilà, c'est fini. Merci, bonsoir. C'est ça. Mais c'est des choses comme ça. Et je dis pas qu'il faut se planter parce qu'il y en a qui disent, la phrase, c'est genre, soit tu gagnes, soit tu apprends. Et tu peux aussi apprendre en gagnant, tu vois. Mais moi, j'ai toujours aimé réussir et échouer pour des raisons différentes. Je pense que tu as besoin des deux. Réussir te donne la confiance et l'envie et l'énergie de continuer parce que tu vas avoir envie d'abandonner très souvent. Et échouer te redonne un petit peu d'intensité sur l'édition. Ça veut dire quand tout se passe bien, tout peut être drôle. Genre, ça marche une fois sur deux. Et ça. Non, mais ça, je l'ai mal fait. Tandis que quand ça se plante, tu fais, OK, clairement, ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Tu deviens beaucoup plus dur avec toi-même et t'améliores. Donc, te permet de t'améliorer. Mais si vous voulez faire de l'humour, je vous donnerai à peu près le même conseil que si vous voulez faire de la boxe. Si tu veux gagner, il faut que tu sois prêt à prendre des coups. Sinon, fais pas ça. Ouais. T'aimes bien Rocky? J'adore. Et Rocky 1 est objectivement un excellent film, by the way, mais c'est devenu maintenant des trucs de culture pop un peu ça, mais le premier Rocky et l'histoire autour de Rocky 1, absolument fascinante. Tu parlais de rédemption, on est là-dedans pour le coup. Mais de toute façon, il y en a quoi? 6 histoires à peu près? Ouais, c'est ça qu'ils disent, je crois. C'est toujours Fish Out of Water, Rédemption, le Seul contre tous. Tu sais, il y a que quelques histoires. Cassandre, celui que personne croit, puis finalement, il avait raison. Mais ça, c'est peut-être pas une catégorie, mais je sais ça, qu'on dit qu'il y a 6 histoires. Raconte la tienne bien. Wow. Écoute, ce sera peut-être bien le mot de la fin, qu'est-ce qu'on dit? C'est fantastique. De toute façon, moi, j'ai l'impression que je t'ai pas laissé parler, donc je m'étais dit, je vais faire une pause s'il y a quelque chose à ajouter ou s'il veut poser une question. Non, mais j'ai pas besoin de parler beaucoup puisque tu es bourré d'histoires à raconter. Donc non, c'est génial. Non, mais ce sera le mot de la fin. Écoute, c'est parfait. Juste une dernière question. T'aimes bien les chats? Je suis allergique. Ok, il y avait un truc. Non, je voulais juste une question qui avait absolument rien à voir et comme t'avais que des chiens,
Au moins, Okay. on a... C'est bien, le gars dit, regarde, j'ai préparé 3 pages de questions, je vais au moins en glisser une. J'en profite pour glisser un mot, j'aimerais ça que tu le laisses, s'il te plaît, dans le podcast. Juste pour dire à quiconque écoute ce podcast, faites-le, c'est super chouette. Il y a un plaisir, de la même manière que pour moi, j'avais un plaisir à dire je vais faire 1 heure de show en sachant que ça va être de l'impro, que je risque de me planter. Il y a un plaisir de commencer un podcast en disant on va parler des moments où tu t'es planté, vraiment, on va parler de tes échecs. Et ça permet de les revoir et de dire comme ah putain, celui-là, j'aurais pu l'éviter, je le voyais pas à l'époque, aujourd'hui je le vois. Revisiter les échecs de cette manière-là est hyper agréable. Aussi, ouais. Constructif, c'est très constructif et aussi parce que égoïstement, j'ai envie d'entendre, comme j'ai aimé lire I Killed et j'ai aimé lire Dure Soirée, j'ai envie d'entendre les histoires des échecs des autres. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Voilà, faites-le exactement. Bah écoute, on peut le dire, le deuxième essai, ce sera Sugar Sammy, justement, on en parlait tout à l'heure. On l'aura super aussi. Gars en plus. Ouais, pour le coup, il a pas mal de choses à raconter aussi. Si, bah tu vois, il y a des trucs qui reviennent. Voilà, je suis plus dans la phase spectateur, ça y est. On avait parlé t'as parlé des échecs de tout au début, ce qui ma foi, semble normal de peut-être moins bien les vivre à ce moment-là, même si tu rebondis. Mais là, t'as parlé de dernièrement où tu t'es relancé au Québec, ce qui était comme un nouveau début, mais avec ton bagage, ton expérience. Et il y a eu moment pas très agréable. Ouais. Comment celui-là, du coup, tu le vis ou tu le perçois par rapport aux autres qui étaient peut-être plus logiques? Moins désemparé, dans le sens que la première fois, tu sais pas ce qui t'arrive. C'est juste que des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est l'impression que c'est un tour de magie. Mais beaucoup plus dur sur l'ego. Parce que tu arrives là et t'es présenté aussi en disant c'est un gars qui a une carrière ailleurs. Puis il y a toujours ce côté-là, genre il a réussi ailleurs, mais il sera pas assez bon pour ici. Dans ma tête à moi, hein. Et puis arriver, puis être avec d'autres humoristes qui ont plus d'expérience que toi au final. Et de te planter, puis les autres te donnent des conseils. Moi, je fais mes tournées, puis si j'ai des premières parties, donc des conseils, j'en reçois plus. Tu sais, je suis pas dans des situations où je croise des gens qui m'en donnent, pas dans le sens parce que j'en ai besoin de conseils. Oui, c'est l'inverse, tu disais, les gens viennent te demander, voilà. Ouais. C'est ça. Et parce que c'est le contexte, mais je veux dire, et là, tu te fais te donner des conseils, mais tu as l'impression de. Et c'est avec amour et bienveillance. Mais tu te sens un peu comme une recrue, comme si tu n'étais pas assez bon. Et à ce côté-là, ça a été vraiment dur pour moi de lutter je suis au-dessus du fait de recevoir des conseils, ce qui fait toi un trou du cul, toi, carrément. Tu t'as pensé ça de toi, à ce moment-là? Non, mais c'est juste dur à accepter. Sinon, c'est moi qui donne les conseils. Tu vois, et de dire, c'est quoi ton objectif? Tu veux t'améliorer, tu veux pas t'améliorer? Et j'avais pas eu de fun, mais je m'étais dit, je vais certainement pas m'arrêter là. Parce que si j'arrête de faire du stand-up, je fais une pause genre indéterminée, ça sera pas parce que ça a mal marché. Parce que ça, c'est pas arrêter de faire du stand-up. Ça, c'est faire un throw a tantrum, qu'ils disent en anglais. C'est faire une crise. Et ça sera pas ça. Et donc, j'ai attendu de rejouer jusqu'à ce que ça marche. Puis la fois où j'ai joué, ça a bien marché. Je fais OK. Je sais que j'ai pas envie de le faire. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et que c'est un vrai, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Mais ça m'a appris, c'était une année d'humilité. Moi, je suis revenu au Québec, j'ai dû apprendre, là, je vais faire un remplacement en radio, donc je dois réapprendre les filtres et les codes de cette radio-là au Québec, le stand-up, j'ai écrit pour d'autres, et vraiment de me dire comme, t'es plus dans une phase de uniquement de production, t'es dans une nouvelle phase de repartir à zéro sur certaines choses et réapprendre. Et j'aimerais dire que ça a été facile, mais ça me fait vraiment chier d'ailleurs de l'admettre, mais j'ai trouvé ça dur. Et tu dis, mec, c'est quoi ton problème? T'as des gens de talent. Si tu commençais puis on te disait, lui, il va te donner une demi-heure de commentaires et te school, ça vaut la lune. Et j'ai trouvé ça dur de me mettre dans un mindset de c'est normal, prends-le, humilité, continue. Et je fais, écoute, tant mieux. Ça a été dur, c'est que c'était vraiment nécessaire. Donc après ça, j'ai cherché ça un petit peu autour pour essayer de continuer et d'être dans une phase où tu t'améliores et où tu te tais et t'apprends. Ouais. Bon écoute, réapprends bien la radio. Et oui, écrire aussi, pareil, tu disais on parlait des livres tout à l'heure, tu t'es mis à écrire un livre. Alors est-ce que c'est un faux risque aussi entre guillemets dans le sens où comme tu le publies régulièrement, tu as un retour des gens, ce qui fait que tu retrouves le mode de fonctionnement de l'humoriste qui va tester ses vannes. Ah, j'avais même pas vu ça comme ça, mais oui, effectivement, c'est un excellent commentaire. Non, c'est plus simple que ça. En gros, sur un Patreon, je fais un livre où je publie un chapitre par semaine pendant 52 semaines pour avoir un livre à la fin. L'idée de base, il y en avait 2.
La première, tout simplement, elle m'obligeait à écrire un livre parce que je trouvais que c'était une bonne idée, puis sinon, j'allais pas le faire. Je veux dire, la quantité de choses que j'ai produites parce que j'avais le temps, l'énergie et l'envie, ça doit tenir sur une page et demie, et parce que j'étais à la bourre, il y avait des deadlines, j'avais pas le choix, j'étais stressé, et l'angoisse, c'est beaucoup de monde, je crois. L'ensemble de ma carrière. Et donc, au lieu de militer pour trouver des situations où je suis bien pour écrire, maintenant, je me fais pas chier. Puis c'était pour ça, pour le spectacle aussi, je fais, j'ai 8 heures. Moi, t'es obligé de dire quelque chose quand je vais être sur scène, donc je vais avoir un show. Donc, en fait, bizarrement, ce stress, il y en a qui disent, tu te mets de la pression, tu te mets du stress. Je fais, putain, non, mais je m'en enlève. Parce que c'est plus la volonté qui me fait avancer, c'est l'adrénaline, l'énergie et l'obligation. Mais moi, donc j'ai pas besoin de me dire, il faudrait que j'écrive. Si j'écris pas maintenant, demain, je vais être en situation de panique, puis je vais être obligé de le faire anyways. Donc, ça, c'était pour me faciliter. Et deux, c'était pour ramener un côté fun au processus d'écriture dans la publication. L'idée m'est tout simplement venue quand, à Noël, je me suis dit, t'imagines, si J.K. Rowling disait à tout le monde, le 31 décembre, si vous vous abonnez à telle page, je vous publie 25 pages sur l'adolescence de Dumbledore. Elle fait exploser Internet, tu vois. Ouais. Et je fais, putain, ouais, c'est vrai, il faudrait commencer à amener l'écriture de cette manière-là, que ce soit attendu de cette manière-là. Il y a une fille qui s'appelle Marie Laberge, au Québec, une auteure très connue ici, qui a fait des choses qui ont été publiées en France aussi, d'ailleurs. Au moment donné, pendant 1 an, elle avait fait des correspondances où tu t'abonnais, puis genre une fois par mois ou une fois par lettre, tu recevais une lettre par la poste. C'était comme si tu avais de la correspondance avec quelqu'un. Ah ouais, c'est bien ça. C'était super, je trouve ça génial. Et donc, moi, je me suis dit, je vais le sortir comme une série. Donc, je savais que ce que je voulais écrire, c'était un thriller. Et donc, à chaque semaine, tu vas sortir un truc avec un cliffhanger derrière. Donc, ça va être chouette de pouvoir attendre et lire. Je crois que personne ne le lit comme ça. Je crois que tout le monde attend 3-4 semaines, puis binge-watch un peu, binge-read un peu, puis tout ça. Mais moi, ça m'oblige à écrire à chaque semaine, puis ça m'oblige à faire en sorte que chaque chapitre ait un intérêt et une valeur en lui-même. Chaque chapitre doit être comme un épisode. Tu peux pas juste faire 2-3 chapitres le temps de faire avancer ton histoire. T'es un showrunner de bouquin, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, c'est vraiment le fun. Il y a vraiment beaucoup de plaisir. C'est très difficile. Encore une fois, non, j'écris. La vie est facile, tout va bien. Mais à l'intérieur de ça, c'est difficile, voilà. Ouais, c'est ça. Et j'ai la chance, c'est la seule raison pour laquelle j'arrive à le faire. Je le fais avec Madame Chou, mon épouse, qui, elle, lit énormément de livres. Moi, dans les 10 dernières années, j'ai tellement honte à dire que j'ai écrit plus de pages que j'en ai lu. Là. Je trouve ça absolument... Tu les écoutais pas à un moment donné? T'étais pas branché livre audio, tout ça? En fait, je crois que une fois, j'ai essayé de le faire, puis j'ai pas trouvé comment, puis ça m'a fait chier. Ouais. Puis, genre, la technique. Je suis abonné à un truc pour écouter des tas de livres, j'en ai acheté plein, je les ai jamais écoutés. Et voilà. Et elle, donc, j'ai dit, OK, j'aimerais ça que le chapitre, ça soit plus ou moins ça. Elle me guide. Je vais l'écrire, je lui montre. Elle me dit, ça c'est intéressant, ça serait plus intéressant comme ça. Là. Elle me reguide, je retourne écrire, et après ça, elle fait toute la mise en page, la correction. Mais elle a tellement les codes de ces trucs-là, et elle aime l'histoire. Quand j'ai suggéré l'histoire, elle m'a dit, c'est super, j'ai juste une peur, quoi. Elle dit que tu rates le livre. Elle dit, ça me ferait chier parce que c'est un livre que j'ai envie de lire. Donc, elle dit, ça me fait chier de pas pouvoir le lire comme une lectrice. Mais comme ça, au moins, je sais que ça va bien aller. Et moi, c'est hyper rassurant parce que je peux produire beaucoup en me disant, de toute façon, j'ai quelqu'un en qui j'ai totalement confiance qui va être capable de me guider, me remettre sur le droit chemin si je me trompe, si j'écris des trucs. Et donc, il y a des chapitres qu'elle a peu touchés parce qu'elle trouvait ça bien. Et d'autres, je les ai recommencés 6 fois. Et elle avait raison, tu vois, à la fin, tu fais comme, oh les cows, une chance tu m'as dit ça, sinon parce que c'est le danger. Si au chapitre 2, ça part déjà en couille, ben le livre va être chiant, tout le monde s'en fout, puis moi j'ai plus de plaisir à l'écrire, donc il faut t'assurer, c'est ça aussi, qu'il tienne la route tout le long. Quoi. Et là aussi, quand elle te dit qu'il faut le réécrire, enfin quand il retourne le réécrire 6 fois parce qu'il faut corriger des trucs, dans ta tête, c'est pas un échec non plus, c'est pas un truc que tu rates, t'es en train de construire tout simplement. Moi, honnêtement, j'aimerais ça te dire une belle phrase philosophique, mais le plaisir que j'ai, c'est que je peux écrire. C'est que je peux écrire sans réfléchir parce qu'au pire, c'est elle qui me dira si c'est bien ou c'est de la merde. Donc, le fait de pas avoir à penser, c'est top. Donc, je tape, puis... Ouais, t'es à la maison, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un cadre qui fait que, de toute façon, t'es tranquille, quoi, ouais. J'ai jamais eu le truc de la page blanche, moi. Ça m'est jamais arrivé. Donc, je dis, faut que t'ailles refaire 5 pages, faut que t'ailles refaire 6 pages, faut que t'ailles refaire telle scène, faut que t'ailles refaire tel truc. Parce que, genre, c'est ça, de chaque chapitre, il y a entre 2 et 3 scènes. Fait que celle-là, elle est bien, celle-là, elle est pas bien, ça, c'est pas le bon personnage. Très bien, là, les notes, puis je refais. C'est pas difficile.
Je me dis pas comme, oh non, il faut que je réécrive 2 pages. Très bien. Ce qui serait difficile, c'est de devoir juger par toi-même en essayant d'avoir du recul si c'est bon, si Oui, c'est en de la étant à la merde. fois dedans, dans le rythme où j'écris, et après avoir la position où je me recule pour pouvoir le regarder de l'extérieur. Et comme en plus, là, c'est un thriller, il y a des effets, ça doit être assez subtil, mais pas trop. Il faut que tu puisses voir le truc arriver, mais pas trop pour que ça se voit. Et moi, je suis nul pour ça. Des fois, les choses, ils sont genre limite, je le dis. Puis, pourquoi tu le dis? Je fais, mais sinon, c'était trop subtil. Puis d'autres fois, je vais dire, ah, mais il y a un indice, pourquoi? Et quand il est sorti dehors, j'ai mis la virgule plus loin. Je fais, mais de quoi tu parles? Et donc, elle me permet aussi de doser ce truc-là pour que les effets soient réussis. Et ça peut vite, dans des trucs-là, être complètement cliché aussi. Et donc, ça, j'écris en me sentant safe parce que je sais qu'elle va pouvoir être le garde-fou de toutes ces choses-là parce qu'elle a une excellente vision. Donc, je suis très content. Dommage qu'elle soit conne et laide et désagréable et qu'elle mange des bébés chats vivants. Ah, bah, c'est ça, voilà, on y revient. C'est ça qu'il n'y a pas de chat. Du coup, ouais, tu parlais de page blanche, c'est marrant que t'aies pas ça du problème de la page blanche parce que ça pourrait être un autre sentiment d'échec, ça, quand t'es là dans ton truc, tu dois écrire ou tu veux écrire et il y a rien. Oui, je pense que la page blanche, c'est un mythe. Ah, mais moi, alors c'est pas que j'ai le truc de la page blanche. Moi, c'est un autre phénomène, c'est que si j'ai pas le truc comme toi de la deadline avec une date limite imposée, etc. Je vais prendre mon temps pour écrire un truc. Le truc, je vais le lire. Au moment où je l'écris, je fais ça va. Je prends 5 minutes, je reviens, je relis ma page. Non, c'est de la merde. Et la page est jetée. Donc c'est pas de la page blanche en soi, mais il y a pas de page pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais c'est ça. Ben, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas la page blanche. Écris. Pars du principe que de toute façon, tu dois écrire 5 fois. Tu sais, si tu gardes 20% de ce que tu écris, c'est déjà bon. Donc, tu vas écrire une bonne page, écris-en 5. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas juste, ne t'arrête pas. Ce qui est dur pour moi, c'est de s'asseoir, se mettre dans les conditions, se lancer. C'est comme une cartouche d'énergie. Ouais. Même là, pour le bouquin, tu te mets au PC, oui. T'es installé, etc. pour genre 2 heures ou... Moi, c'est des unités pas des unités de temps, des unités de sens, là. Je vais écrire, OK, cette scène-là, c'est bon. Mais c'est qu'à chaque fois que tu veux écrire une nouvelle scène, réécrire une scène, c'est à chaque fois une nouvelle cartouche d'énergie que tu dois remettre je me repose, je me remets. Et c'est ça, des fois, dans une journée, parce que j'écris beaucoup, j'ai beaucoup de choses pour d'autres, pour le Québec, pour la France, pour mes projets à moi, les projets des autres. Donc, à un moment donné, quand ça fait 6-7 fois que tu remets une cartouche et que tu dois te rasseoir, remettre le casque, moi, j'ai une espèce de rituel, là, des choses, tu sais, qui fonctionnent mieux avec toi, là. Donc, j'ai mon truc ci, mon truc ça, je me remets, je fais OK. Hein? Des trucs d'écrivain. Ouais, c'est ça, mais peu importe ce qui marche pour toi, utilise-le. C'est ça aussi, je me suis rendu compte, arrête de te faire chier. T'écris mieux la nuit, ben, fuck it, t'écris mieux la nuit. T'écris mieux le jour, fuck it, t'écris mieux le jour. T'écris mieux ça, t'écris mieux avec de l'eau, Moi, quand je fais une pause, il faut que je fasse un exercice physique quelconque. Le fait de faire remonter mon rythme cardiaque, reset mon cerveau. Ouais. Ben, peu importe. Tu dis, je suis un épais qui, moi, après un chapitre, fait 15 pompes et qui a l'air probablement d'un crétin avec mon chien qui vient me licher le cou pendant ce temps-là, parce que ça me demande ce que je fais. Mais ça change rien. Moi, mon job, c'est d'écrire. Si c'est ça qui me permet de faire mon job, ris de moi pendant que je fais des pompes, puis moi, pour ça, je vais aller faire dodo en vacances dans le nord de la France parce que je suis riche. Non, bref. Je pense pas. Je pense pas que c'est la bonne destination, mais... Mais c'est ça, c'est juste de dire comme... Et des fois, quand je regarde mon horaire, c'est ça qui me fatigue. C'est de me dire, OK, là, je dois écrire pour ça, pour ça, pour ça. Je sais que j'aurai 4 fois où je vais me vider. Parce que quand tu as fini d'écrire quelque chose, tu t'es vidé. Ouais. Là, je vais être vidé et je vais devoir faire un reset, remettre une cartouche, me revider. Et ça fait très, genre... 2 degrés de lecture, ce que je suis en train de dire, mais pour une des rares fois, c'est absolument pas voulu, c'est dégueulasse. Hein? Mais ouais. Mais c'est vraiment ça qui est... Parce qu'écrire, c'est facile. S'asseoir à son poste et taper le premier mot, c'est difficile. Le reste, ça va tout seul. Pour ça, moi, ça me toujours fait rire. Les gens disent, j'ai pas écrit aujourd'hui, j'avais pas d'inspiration. On fait, t'attendais quoi qu'une licorne vienne te la livrer? T'écris pas parce que t'as de l'inspiration, t'écris parce que t'as quelque chose à écrire. Tu crois que les gens qui travaillent dans un métier qu'ils aiment pas, ils attendent l'envie avant d'aller à la job? Non. Ouais, la métaphore est bonne une fois de plus, mais pour autant, t'avoues qu'il y a des jours où t'es inspiré et d'autres pas ou moins. Oui, et c'est ça, pour moi, la pénibilité de la job, c'est ça. Il y a des journées où t'es pas inspiré. Ben, je vais aller pas inspiré devant mon ordinateur pendant 8 heures parce que guess what? C'est pas en allant jouer à Candy Crush que tu vas trouver des idées de génie. Donc, ne pas inspiré devant toi. Mais c'est ça.
peu de gens dans le monde sont capables de s'asseoir devant leur ordinateur 8 heures par jour. C'est tout. Sinon, tout le monde serait auteur. Et c'est quoi qui te recharge? Non, vas-y. C'est pas le fait d'avoir des... Tout le monde a des idées en plus. Ou si t'en as pas, moi, je vais être capable, on va discuter 1 heure, puis tu vas en avoir 6. Là. C'est pas... Tu sais pas que t'en as beaucoup. C'est juste ça. Et pour te dire à quel point t'as des idées, là, est-ce que tu trouves ça facile de penser à rien? Oui, j'avoue. Non. Non, j'arrive pas à la méditation. J'y arrive pas. Ben, c'est ça. Même en faisant il faut que tu fasses la méditation, puis 9 personnes sur 10 n'y arrivent pas. Là. Si tu dors 8 heures par jour, tu es un génie du sommeil. Donc, dans le pire des cas, tu as 16 heures de pensée non-stop par jour. Tu as des idées. Et puis même si, genre, 99% de ce que tu penses, c'est de la merde, ben 1% de 16 heures, guess what? Tu as beaucoup de minutes d'idées par jour quand même. C'est pas ça. La difficulté, c'est de se mettre à son ordinateur. Et moi, j'ai une phrase qui m'aide beaucoup. Et probablement pour le 3/4 des gens, ça va rien changer. Mais si toi, ça t'aide, je suis très content pour la partager. Alors, je m'installe pour l'écouter. Faudrait que j'aille travailler. Ouais. Ça, c'est la première phrase. C'est « Oui, mais j'ai pas envie. » Et c'est la phrase d'après. C'est pas grave. Même si t'as pas envie, fais-le. Et là, c'est pas grave. Genre, la journée où j'ai réalisé que même si j'avais pas envie, je pouvais le faire quand même. Genre, c'est pas grave de pas avoir envie. Tu vas juste aller le faire en n'ayant pas envie, c'est tout. Je fais, mais moins facile, mais voilà, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est juste ça la difficulté de ma vie. Je vais aller faire quelque chose et j'ai pas envie, puis la chose en question, c'est avoir mon cul sur une chaise. Beaucoup plus compliqué que ça, c'est de se plonger dans sa tête ce que tu voudras, mais mais en soi, il y a plus pénible, quoi. C'est ça que tu veux. Voilà. Ouais. C'est ça. Fais les choses quand tu dois les faire. Attends pas d'avoir envie. Attends pas d'avoir l'inspiration. L'inspiration, elle va arriver quand tu sais, ça fait une demi-heure que tu leur dis puis tu as réussi à taper 2-3 phrases. Là, tu vas avoir de l'inspiration. Ah, je trouve pas d'or. T'as cherché où? Je cherche pas. Je suis dans mon sofa sur mon téléphone. Ben, Chris, il y a des bonnes chances que c'est pas demain que tu vas avoir une bague, là. Ouais, j'avoue, et en même temps, il y a, si on est, par exemple, j'écoute beaucoup aussi, j'écoute tout le monde, mais je suis tombé sur pas mal de podcasts avec Roman Frécinet, qui a un rapport dingue à la contemplation, et c'est ça qui le nourrit aussi. Donc après, c'est, je pense aussi propre à chaque caractère à un moment donné. Si lui, ça marche, moi je sais que si j'ai pas d'idée, il y a 3 choses que je peux faire. Prendre une douche. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées dans la douche, ouais, j'avoue. Mais bizarrement, c'est parce que t'es hyper focalisé parce que ta tête, comme elle est concentrée sur une tâche stupide, elle pense pas, ouais. Et donc elle est libre. Faire la vaisselle peut avoir le même effet. Faire des tâches ménagères. Donc ça, faire de l'exercice quelconque, même si c'est juste marcher en rond à l'intérieur, parce que vu que ton corps s'active, la seule manière de libérer l'esprit, c'est de libérer le corps. Et c'est un vrai truc, ça. Si t'es coincé de l'esprit, fais bouger le corps. Et genre, c'était prouvé que ça aide. Et la 3e chose, c'est de me planter devant mon ordi puis d'écouter de la musique très fort. Quel genre? Là, tout le livre, je l'ai écrit avec la même chanson. C'est les 4 minutes. D'habitude, je vais écouter n'importe quoi qui soit émotionnel. Parce que mets un truc très fort, très émotionnel, ça fait bouger les choses dans ta tête et dans ton corps et ça peut relancer les choses. Mais là, quand je vais être focus, je mets le thème du film avec de Dan Brown, le Da Vinci Code. Ah ouais. C'est Hans Zimmer qui fait ça, les Chevaliers de San Real. Et c'est un petit truc épique comme ça, ça dure 4 minutes. Mais quand je le mets dedans, je suis déjà dans un truc de mystère. Je suis déjà au Louvre. Il me semble qu'il y a déjà des meurtres, il y a déjà des trucs, il y a déjà des taxis qui vont vite, il y a des gens comment ça s'appelle, en imperméable qui se retournent dans la rue. T'es plongé dans une ambiance qui fait que tout est un mood. Ce que tu vends, c'est un mood. Donc, si toi tu le ressens, tu vas avoir plus de facilité à le produire. C'est comme de la pornographie de création. Plus de chances d'avoir envie si tu regardes des gens en train de le faire. Je vois que t'es en train de là. Et c'est une longue montée, il y a des chœurs qui arrivent à un moment donné, ça crie, tout le monde est content. Hans Zimmer en poche, un paquet de pognon.
Voilà. Ouais, je vais l'enlever, je sais pas effectivement si ça va changer quelque chose au podcast. On va enlever ça tout de suite avant que ça ne coupe quoi que ce soit à la diffusion. Ouais, c'est ça. Et 6 secondes pas plus. Je sais pas Voilà, c'est quoi la limite je de sais temps, plus non mais... plus, mais on retirera ça. Je sais pas ce qu'il en est sur les internets par rapport aux droits, tout ça. Écoute, merci en tout cas Dan d'être passé. Ce sera avec plaisir qu'on parlera parce qu'à mon avis, on n'a pas fini de lire le livre des échecs de Dan. Et Oh que non! Il écrit des nouvelles pages toutes les semaines. voilà. Et nous qu'on rappelle. Alors, il y a le Patreon si on veut évidemment suivre l'aventure de ce bouquin. Il a un titre ou pas déjà? Non? Non, mon titre en général, c'est ça. C'est un autre des trucs que j'ai mal fait, c'est que moi, en général, mes titres, je les trouve toujours à la fin de ce que j'écris. Et donc, j'avais peut-être pas pensé à tout ça. Donc, pour l'instant, ça s'appelle juste pas en fait. Ça s'appelle le nouveau livre je de dois Dan m'asseoir Gagnon. 8 heures par jour pour écrire, voilà. Exactement. Très bien. By the way, je tiens juste à préciser, jamais je me suis assis 8 heures par jour pour écrire, j'y arrive absolument pas. Moi, je fais des sprints. Je vais être capable d'écrire genre 1 heure et demie de suite, puis après ça, c'est mort. Et si j'arrive à faire 3 séances d'1 heure et demie dans une journée, c'est une bonne journée, là. Sur la création littéraire. Après ça, j'ai d'autres boulots, puis je fais ce que j'ai à faire. Mais de me dire, mettons, je vais écrire pour le livre aujourd'hui, c'est ça. En fait, la phrase que j'avais entendue, c'est 3 heures sans Internet. Tu vas aller 3 heures sans distraction, sans Internet par jour, tu vas aller très, 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 très loin. Mais c'est vrai que oui, on y passe un temps fou. Entre ça et les portables. J'avais pris justement. Excuse-moi, je pense que t'avais fini. Vas-y. Non mais non, c'était juste un commentaire comme ça on y passe un temps fou, donc commentaire de pluie et de beau temps. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il fait beau ici, je sais pas toi, mais... Si, il fait beau aussi actuellement. J'ai pris le masterclass de Dan Brown justement sur les trucs masterclass. Et, en fait, quand je savais que j'avais voulu écrire un thriller, genre le soir même ou le lendemain, je vais sur Internet puis je vois Dan Brown, donc le gars qui fait Da Vinci Code, t'apprends à écrire un thriller. Je regarde Chou, je fais... Génial. Je pense que m'abonner à ça, moi. Et un des trucs, c'est dans le chapitre, je trouve ça excellent ce qu'il dit, ce qu'il fait. Et il dit dans un des chapitres qui est explicatif donc de sa leçon, c'est protéger le processus, protect the process. Et je pensais que c'était plutôt un truc genre déposer des droits, des choses comme ça, très administratif, ouais, voilà. Et donc j'avoue, je m'en foutais un peu, j'avais pas cliqué dessus, mais genre je me faisais yège dans un aéroport, donc j'ai cliqué dessus. Et en fait, c'était pas du tout ça. Et c'était une des leçons que j'ai le plus retenues, c'est on s'en fout le nombre de pages que tu écris par jour. Tu dois pas protéger le résultat, tu dois protéger le processus. Tu choisis ton processus d'écriture et tout le reste va autour de ça. Il dit, moi, par exemple, j'écris de 4 heures du matin à 11 heures du matin. Tous les jours. Pas d'excuses, pas de raison. Je peux être 7 heures devant l'ordi puis rien faire. Mais ce que je protège, c'est le processus. Si tu protèges ton processus, ton livre va s'écrire tout seul. Et c'est quelque chose auquel je crois énormément. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé ce projet-là. Quoi qu'il arrive à chaque semaine, il y a un chapitre qui doit s'écrire. Donc, tant que j'ai ce truc-là, je sais que je suis obligé de me mettre un nombre d'heures devant l'ordinateur. Donc, effectivement, le livre s'écrit tout seul. Et comme tu disais, peut-être un peu plus un jour qu'un autre. Et voilà, mais sur l'ensemble, t'es obligé. Ouais, mais trouvez-vous, si écrire est important, c'est toujours le principe de j'ai pas le temps. Si tu as le temps, c'est juste pas assez important pour toi. T'as le temps de respirer, t'as le temps de faire plein de choses. T'as le temps J'avoue que j'en suis rendu à il y a beaucoup trop de trucs importants que j'arrive pas à caser en fait. Ouais. Oui, sauf qu'il y en a un qui est moins important que l'autre. Oui, forcément il y a une gradation du coup, mais ouais. Exactement. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça demeure scientifique. Tu vas choisir, c'est peut-être un mauvais choix, mais tu vas choisir les choses qui finalement ont de l'importance pour toi parce que tu vas leur donner du temps. Vieille anecdote, j'ai vu dans un livre de quelqu'un qui était justement en time management et une fille annule le rendez-vous, businesswoman. La semaine d'après, elle dit, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai un dégât d'eau chez nous. Fait juste par curiosité, tu as travaillé combien de temps là-dessus? Elle dit, 12 heures. Fait, c'est ça. Avais-tu les 12 heures au début de la semaine? Non? Voilà. C'est pas que t'as pas le temps, c'est que voilà, il y a des choses plus importantes. Moi, j'ai choisi d'écrire ce livre-là, donc j'ai mis le temps pour le livre et je protège le processus et c'est hyper grave. C'est comme si ça t'enlevait de la pression et de la pénibilité de te dire j'ai juste besoin de faire ça, puis après ça, il va se faire tout seul. Yay! D'autant que toi, t'aimes bien ça. Quand tu peux trouver des trucs qui marchent comme ça, c'est à avoir à écouter pas mal de fois où tu causes dans les...
trouve ça moins pénible ça que de devoir me botter le cul à tous les jours en disant faudrait que je fasse ça. Je trouve que une journée à dire faudrait que, là. Pour moi, c'est là que j'ai trouvé le plus de temps. Le moment entre faudrait que puis le moment où je fais, c'est là que j'ai le plus de temps libre dans ma journée. Faudrait que je fasse telle chose. Une fois que je le fais, je dis putain, il y a 1 heure entre les deux. C'est là qu'il est le temps, en fait. Entre les faudrait que et le fait de faire. Ouais, voilà. En fait, on s'est appelé pour faire un podcast sur les échecs. On fait un podcast sur la philo. Cadeau. Ou désolé, je sais pas lequel des deux je dois. Non, mais les échecs, ça va toujours donner des discussions intéressantes. Ben oui, évidemment. Ouais. Pour ça, je trouvais que ton idée, c'est vraiment une idée de génie. Ben là, en plus, je suis dans la même situation que quand toi tu faisais de l'humour au tout début. Je le fais un peu freestyle. Alors, je sais pas où il va. Je sais pas si ce qu'on a dit était suffisamment intéressant pour les gens qui ont écouté, mais et je sais pas ce que je dirais dans les prochains. Il y a pas de schéma. Donc bon, écoute, l'idée se fait. Et puis, si j'ai bien compris, la leçon que t'as donnée aujourd'hui, c'est qu'il fallait le faire. Voilà. Mais honnêtement, et si c'est pas intéressant, tu pourras de toute façon tout blâmer sur moi parce que j'ai énormément parlé. Et le seul truc, moi, quand je faisais des podcasts, souvent, je demandais aux gens à la fin, je dis, puis, t'es-tu content du résultat? Puis la personne disait toujours, moi, j'ai trouvé ça chouette, mais je sais pas si ça va intéresser les gens. Et quand la personne me disait ça, moi, je disais, OK, j'ai réussi. Parce que ce que ça voulait dire, c'est, j'ai été moi-même et j'ai pas pensé à essayer de plaire au public que je m'imaginais que t'avais. Et moi, si je t'ai interviewé, c'est parce que je considère être intéressant, puis t'as été toi-même. Donc, j'ai gagné. Tout le monde a gagné. Dan Gagnon, j'ai une question. Mm-hmm. Est-ce que tu as passé un bon moment? Honnêtement, j'y ai pensé parce que je me disais la même chose. C'est juste ça. Tu disais, je sais pas si ça va être intéressant. Je me suis dit, moi non plus, je sais pas si ça va être intéressant. Bon, ça va, alors c'est que t'as pas pensé pendant, c'est bien. C'est ça. Mais c'est parce que, en tout cas, ça a été intéressant pour moi, donc si c'était nul pour vous, franchement, je suis désolé. Non, alors c'est bon, la mission est donc réussie. Merci en tout cas, Dan, de parrainer Essaye encore, et puis rendez-vous à une prochaine fois pour d'autres histoires à se raconter. Ciao. Parfait. Salut à tous.